Alors ce soir, le but de la conférence et le thème de la conférence, est-ce qu'il y en a qui veulent apprendre à bien vivre avec lui-même, à être seul et être bien? Alors, le but de la conférence de ce soir, ça va être développer l'autonomie affective. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement Madame Lise Bourbeau. Alors, bonsoir. Ah, ça fait plaisir d'être ici, d'être chez nous. Alors, ce soir, ça va être vraiment un plaisir pour moi que de parler d'autonomie affective. On en parle de plus en plus, d'autonomie affective. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus conscients d'être dépendants affectifs. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas une maladie contagieuse, là. C'est juste un manque affectif. Les gens en étaient moins conscients auparavant. Mais maintenant, comme ils sont plus conscients, on parle plus d'autonomie affective. Donc, avant de parler de qu'est-ce que c'est qu'être autonome, on va parler un peu plus de dépendance pour vous donner l'occasion de vérifier si vous êtes dépendant, ce que je crois que tout le monde est à un certain degré, et puis votre degré de dépendance. Alors, on commence avec qu'est-ce que c'est vraiment qu'une dépendance affective? C'est le fait de dépendre de quelqu'un pour se sentir aimé, pour être heureux, finalement, juste pour être. On n'est pas capable d'être bien par soi-même. On pense que si les autres nous aiment, là, on devient aimable. On dépend des autres pour notre bonheur. Et malheureusement, tout le monde mélange la dépendance, l'amour véritable, l'amour de soi, l'indépendance, l'autonomie. Donc, ce soir, c'est vraiment ça qui est le but de cette conférence, essayer de démystifier tout ça puis de clarifier davantage. Alors, on va commencer avec les différentes façons que j'ai pu observer que les gens expriment leur dépendance et ça va vous aider à vérifier, vous autres, où vous vous retrouvez là-dedans. Quelles sont les façons qui vous appartiennent? Il se peut que vous en ayez plus qu'une façon. Il se peut que vous ayez aussi les 7 façons. Je vais en nommer 7. Alors, vous les notez, soit mentalement ou par écrit, quand vous allez vous voir dans une des façons que je vais mentionner au niveau des façons d'exprimer notre dépendance affective. Comme je disais un peu plus tôt, selon moi, tout le monde est dépendant à un certain degré, mais on est dépendant de différentes façons et à des degrés différents. Fait que faites-vous-en pas si vous vous voyez comme une personne dépendante, ça fait partie d'être humain. Alors, la première façon, dépendre de l'accord ou de l'opinion de quelqu'un. Alors, est-ce que vous êtes du genre à demander souvent aux autres personnes « Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que c'est une bonne idée? » Puis de vouloir avoir l'accord ou l'opinion. Moi, je me souviens, ma mère, aussi loin que je peux me souvenir, ça a toujours été la personne qui semblait être celle qui décidait tout dans le couple, avec mon père. Mais elle voulait bien croire, c'est elle qui décidait tout, mais elle était vraiment dépendante de l'accord de mon père parce que elle le faisait quand même s'il était pas d'accord, mais elle était pas bien. Elle se sentait coupable. Puis des fois même, elle nous disait à nous autres, dis-le à ton père que c'est une bonne idée que j'ai, là. Elle essayait de faire tous les moyens de le convaincre. Fait que voyez, même si on passe à l'action, mais si on s'aperçoit que quelqu'un est pas d'accord avec ce qu'on a fait ou est pas du tout de la même opinion que nous, puis que ça vient vous chercher, ça vous fait vivre des émotions, ça veut dire que vous êtes dépendant de l'accord de quelqu'un. Donc, il peut y avoir la personne qui ne fait rien parce que l'autre n'est pas d'accord ou la personne qui le fait quand même, mais qui se sent mal quand elle s'aperçoit que les autres ne sont pas d'accord. Être dépendant aussi peut s'exprimer d'une autre façon. Les personnes qui recherchent les compliments. Quand on a fait un bon coup, là, on raconte tout ce qu'on a fait. Alors, écoutez-vous, des fois, moi, je me suis vue souvent là-dedans, commencer à tout raconter, tout ce que j'avais fait, pour que les gens me fassent des compliments. Puis quand on s'en aperçoit, là, on doit se rendre compte que si on cherche les compliments de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on n'est pas capable de s'en faire assez. La journée qu'on est capable de se faire des compliments, on n'a plus besoin d'en attendre des autres. Bon, là, il faut faire une différence avec aimer avoir des compliments ou aimer avoir l'accord des autres et en être dépendant.
Quand on en est dépendant, c'est que si on l'a pas, il nous manque quelque chose. Par exemple, si madame ou monsieur c'est tout bien habillé sur son meilleur aspect, puis veut vraiment être beau ou belle, et puis l'autre a même pas rien vu de son nouveau costume ou du soin qu'il a pris ou qu'elle a pris pour s'habiller, ben en dedans, si vous dites, bon franchement, il me semble qu'au moins il aurait pu me faire un compliment, tu sais, il voit même pas que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Vous voyez, c'est ça, être à la recherche des compliments, puis si on l'a pas, ça nous fait de quoi? Puis il y en a qui ils diront pas. Hein? Les hommes plus, hein? Les hommes, ils vont plus y penser. Parce que vous savez, les femmes, les hommes aussi aiment ça avoir des compliments. Et puis, il y en a qui disent pas, mais il y en a d'autres qui vont à la recherche. Puis, aimes-tu ça? Est-ce que c'est à ton goût? Tu sais, trouves-tu ça beau? Alors ça, dépend des compliments. Fait que quand l'autre nous fait un compliment, il m'aime. Vous voyez, on mélange tout ça ensemble. Hein? D'autres, ils ont besoin de reconnaissance. Alors, avoir besoin de reconnaissance, c'est pas la même chose que les compliments. On veut vraiment être reconnu pour avoir une certaine gloire ou être reconnu pour quelque chose, comme ceux qui sont prêts à mentir pour avoir un poste, par exemple, ou pour faire croire quelque chose. Ça, c'est des gens qui cherchent la reconnaissance. Si quelqu'un est prêt même à prendre le crédit de quelqu'un d'autre pour sa bonne idée, c'est des gens qui ont absolument besoin de reconnaissance des autres. C'est parce qu'ils se reconnaissent pas assez. Même on regarde combien il y a d'athlètes ou de personnes qui prennent différentes sortes de drogues juste pour pouvoir performer davantage. Ça, c'est une recherche de reconnaissance. Ensuite, on arrive à la quatrième façon d'exprimer. Hein? Alors, dépendre du sentiment d'être utile. On peut bien se sentir utile. Alors ça, c'est les personnes qui sont toujours au-devant des gens, qui s'offrent avant même que quelqu'un leur demande. Là, ils sont surtout toujours prêts à faire des choses pour les gens. Genre de personnes que si ils sont pas sentis utiles dans la journée, s'ils n'ont pas aidé personne, c'est comme si leur journée a été inutile. Ils vont se dire, il me semble que j'ai rien fait de bon aujourd'hui. Il me semble que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Si on fait rien que des choses pour eux, là, il leur manque quelque chose. Ils cherchent à se sentir utiles face aux autres. Il y en a d'autres on découvre leur dépendance affective par leur besoin de présence des autres personnes. Hein, dépendre de la présence des autres. Ça, c'est le genre de personne qui, quand elle est toute seule, elle perd le goût de faire des choses. Si elle sent qu'il y a une autre présence, disons, dans la maison, c'est correct. Quand même qu'elle n'est pas à côté, là, elle fait ses choses, puis elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Tu sais, il y a des gens qui, quand ils rentrent à la maison, ça peut être, peut-être qu'on était comme ça quand on était enfant, ça peut être le conjoint, la conjointe. Puis, allô, es-tu dans la maison? Où est-ce que t'es? Tu sais, c'est tant qu'ils savent pas. Là, puis là, s'il y a pas personne dans la maison, là, ils sont comme perdus. Ben voyons, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, ils tournent en rond. Moi, je sais que mon ex-mari, ça, c'était vraiment une dépendance qu'il avait, que quand il était seul, il avait plus le goût de rien faire. Mais si j'étais avec lui, ben là, il pouvait peinturer toute la maison, il était super travaillant, je pouvais faire n'importe quoi, mais avec lui. Tu sais, seul, il avait pas le goût. Fait que c'est pas parce qu'il était paresseux, c'est parce qu'il avait besoin de présence. Tandis que les gens qui ont besoin de l'attention des autres, ça, c'est ceux que, même s'il y a une présence, c'est pas assez. Faut toujours qu'ils parlent ou qu'on leur parle ou il y en a un qui regarde la télévision, on va dire « Hey chérie, viens voir ça, viens voir qu'est-ce qui se passe. » Puis là, toi, t'es occupé, tu dis « Ben, je suis occupé. » Non, mais viens voir, ça va t'intéresser. Tu sais, c'est comme ça fait, je sais pas, une demi-heure, 1 heure là, qu'ils n'ont pas parlé, ou madame, elle va dire « Ben, parle-moi, dis quelque chose, mon Dieu, il me semble ça fait des heures qu'on ne s'est pas parlé. » Tu sais. C'est juste avoir de l'attention. Ou ça peut être de demander une question qui est complètement inutile. Tu sais, aller demander une question à l'autre, juste pour dire que on y parle, puis que l'autre nous parle. Tu sais, on sent que c'est juste le besoin d'attention.
Ou ça peut être, disons qu'on est un couple qui avec un autre couple, et puis une personne dans les deux qui parle beaucoup, ça peut être monsieur ou madame, puis que là, n'a pas eu d'attention, bien souvent va interrompre l'autre, juste pour aller chercher un peu d'attention aussi, parce que là, la personne s'est sentie laissée de côté. Et la septième façon de manifester cette dépendance, c'est en étant heureux seulement si les autres le sont. Hein, dépendre du bonheur de nos proches. Ça, ce sont les sauveurs. Hein? Ceux qui veulent ont toujours la façon pour aider quelqu'un. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de se sentir utile, ça, c'est comme être au devant pour faire pour les autres avant même qu'ils le fassent. On est assis à la table, puis il y en a un qui peut dire mais mon Dieu, j'aimerais ça avoir de la moutarde. Bon, puis la personne qui a besoin de se sentir utile, tout de suite, elle va se lever pour aller la chercher avant même qu'on lui demande. Tandis que celui qui veut absolument le bonheur des autres, ça va être plutôt pour réconforter tout le monde, essayer d'y trouver des solutions quand ils ont des problèmes. Parce que tant qu'ils ont quelqu'un qu'ils aiment qui n'est pas heureux, ben ils sont pas capables d'être bien. Fait que s'ils trouvent des solutions pour les autres, ils les réconfortent bien, ben là, ils vont se sentir plus heureux. Alors, comme vous voyez, toutes ces façons de manifester nos dépendances, ben ils sont très réels, ils sont là. Puis des fois, c'est un peu subtil. Des fois, on pense qu'on n'en est pas dépendant parce que on garde tout ça en dedans. Mais même si vous le gardez en dedans, que c'est pas apparent, c'est là quand même, hein, c'est présent quand même. Et ce qui se passe, ben comme les autres personnes, il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui est là pour rendre quelqu'un heureux, parce que on peut pas. C'est impossible. Si vous croyez que vous autres, vous avez le pouvoir de rendre quelqu'un heureux, ben là, vous vous prenez pour le nombril du monde, finalement, parce que on n'a pas ce pouvoir-là. On peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de rendre quelqu'un heureux. Vous avez vu, je suis sûre que vous avez déjà essayé, et puis ça n'a pas marché, parce qu'il faut que la personne elle-même le décide, que c'est quelque chose qui lui convient. Alors, si on s'attend que quelqu'un d'autre a le pouvoir, si on pense qu'on a le pouvoir de rendre quelqu'un d'autre heureux, mais on pense que les autres aussi ont le pouvoir de nous rendre heureux. Et comme c'est pas vrai, ils n'ont pas ce pouvoir-là, ben ça nous crée des manques. Hein? On est déçus, ça va pas comme on veut. Ceux qui attendent la présence, ils en ont pas assez. D'autres, ils ont pas assez d'attention. D'autres ont pas assez de compliments. Donc, on se croit pas aimé. Hein? Et puis, on se dit, ça y est, je suis pas aimable. Et puis, on en manque en dedans. On sent ce vide à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'on transfère à quelque chose de physique. Hein, c'est pour ça que la dépendance affective a un lien direct avec nos dépendances dans le monde physique. Pour savoir si vous êtes dépendant de quelque chose physiquement, regardez comment vous vous sentez quand vous devez vous en passer. Est-ce que ça vous manque? Est-ce que ça crée un vide? Est-ce que c'est vraiment, ça fait une certaine souffrance? Mais ça veut dire que c'est une dépendance. Je suggère toujours, moi, d'essayer pendant une semaine. Fait qu'on va regarder dans les dépendances physiques, hein, je peux en nommer beaucoup, là. Alors, regardez lesquelles que vous ne pouvez pas vous passer pendant une semaine sans que ça vous fasse souffrir. Alors, on peut commencer avec les médicaments. Donc, il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est le médecin qui m'a dit qu'il faut que je prenne des médicaments pour le reste de mes jours. Alors, vous êtes-vous jamais arrêté à penser, pourquoi je m'attire un malaise ou une maladie qui fait que j'ai besoin de médicaments? Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être malades, qui peuvent avoir mal à quelque part, puis qui peuvent prendre, je sais pas, une pilule ou deux, ou peut-être pendant quelques jours, mais pas pour toujours. Donc, si vous avez quelques médicaments que ce soit que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est un reflet c'est une dépendance physique, donc un reflet de votre dépendance affective. Hein? Toujours savoir que ce qui se passe dans notre monde physique est toujours un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser tout ce qui se passe dans le monde physique, parce que c'est plus concret dans le monde physique. C'est plus facile à s'en rendre compte. Parce qu'au-delà du physique, hein, c'est facile de se faire des accrocs. On peut en nommer plusieurs sortes de dépendances, hein? La cigarette, les différentes sortes de drogues, le café, le thé, l'alcool, le pain,
le sel, toutes sortes de liqueurs douces, hein, du Coke, 7-Up, n'importe quoi, toutes sortes des desserts ou du sucre, parce qu'il y a des personnes, ça leur prend leur dessert absolument 1 ou 2 fois par jour. D'autres personnes me disent, oh non, moi je peux me passer de dessert, mais c'est des personnes qui mangent des petits bonbons. Hein, ils ont des petits bonbons un peu partout dans la maison, dans l'auto, parce que ils ont une petite irritation dans la gorge et puis des petits bonbons ici et là. Et puis j'arrive un voyage à Santa Fe. J'étais à Santa Fe, New Mexico, là, ce week-end. Puis, il y avait à l'hôtel où on était, où je donnais mon cours, il y avait sur le comptoir un gros plat, là, plein de petits bonbons. Mais si vous voyez la quantité de monde qui passait, puis en passant, c'est pour un petit bonbon. Tu sais, les gens le font sans même s'en rendre compte. On va à la banque. Des fois, il y a des endroits publics comme ça, hein, puis tout le monde en prend. Et puis, fait que il y en a d'autres qui boivent 7-8 Coke par jour. Ben, tu sais, il y a 8 cuillères de sucre par cola. Donc, même si tu prends pas de dessert, tu vas chercher du sucre à quelque part. Hein? Donc, c'est ça, faut regarder. Le dessert ou le sucre. Il y en a d'autres, ça va être le chocolat. D'autres, ce sont des biscuits. Hein? Et on peut être aussi dépendant au fromage, au lait. Parce que vous voyez, ce sont toutes des choses qu'on peut se passer. Que même si on s'en passe pendant une semaine ou même un mois, le corps ne sera pas malade. Ce ne seront pas des obligations. C'est juste de voir si je m'en passe, est-ce que je suis capable d'être bien parce que je vais prendre autre chose à la place. Puis, tandis que quand c'est une dépendance, quand on s'en passe, ça crie en dedans. Tu vois, il y en a qui deviennent obsédés. Hein, quand ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas eu de dessert, ils commencent à avoir des desserts partout. Là. Et puis, c'est comme ça qu'on le voit si on en est dépendant. Aussi, les pâtes. Hein, il y a des gens qui mangent des pâtes à tous les jours. Le téléphone, hein, surtout maintenant depuis qu'on a les cellulaires. Hein. Mon Dieu, qu'il y a des personnes, combien il y a de personnes qui sont devenues conscientes de leur dépendance au téléphone, pas capables de partir sans leur téléphone. Mais vivez-la l'expérience, juste pour l'expérience, hein, de dire bon ben ok, est-ce que je suis capable de partir une semaine sans mon téléphone? Vous vous souvenez avant, on n'en avait pas de cellulaire, puis on s'en sortait, je veux dire, personne n'en mourait là, et puis fait que ça. Juste pour voir si vous êtes capable d'être sans téléphone. Puis il y a d'autres personnes, c'est pas nécessairement d'avoir toujours leur cellulaire sur eux autres, c'est de parler au téléphone. Ils peuvent pas passer une journée sans appeler quelques personnes à tous les jours. Le sport peut être une dépendance aussi. Le sexe, hein? Alors ça veut dire, on regarde, pendant une semaine, je vous assure, vous n'en mourrez pas. La lecture, hein? Ça c'est la mienne, ma dépendance. Je suis pas capable de partir quelque part sans avoir un livre avec moi. Hein? C'est très difficile de partir une semaine sans lire. La télévision, hein? Il y a des gens qui sont pas rentrés dans la maison, qui rouvrent la télévision. Fait que ça fait une présence, même s'ils sont pas nécessairement assis devant. Ben la télévision est ouverte. Il y en a qui ont 3, 4 télévisions ouvertes dans la même maison. Hein? L'ordinateur, hein, les jeux sur Internet et tout. Ensuite, des jeux de hasard aussi, que ce soit casino, hein, maintenant, depuis qu'on a notre beau casino ici à Montréal, il y en a beaucoup qui ont découvert leur dépendance. Hein. Et faire des achats. Hein, c'est juste acheter. Hein. Il y a des gens qu'il faut qu'ils achètent, quand même, c'est pas beaucoup, ils ont besoin toujours d'être dans les magasins. Et il y en a d'autres qui sont dépendants d'être toujours dans l'action. Ils ont beaucoup de difficultés à juste s'asseoir, puis être tranquille, puis être dans le silence, par exemple. Hein. Donc, c'est une façon pour vous autres de vérifier votre degré de dépendance. Alors, je ne sais pas combien vous en avez vu là dans les dépendances physiques. Je suis sûre que vous les avez pas tous, c'est pas toutes ces dépendances-là. Mais là, c'est bien important d'être vrai envers soi-même, puis de se regarder parce que c'est pas surtout pour connaître votre dépendance physique,
Puis pour arrêter votre dépendance physique, c'est pas de ça que je parle. C'est pour utiliser ce qui se passe dans votre monde physique pour devenir conscient du degré de dépendance que vous avez dans votre monde affectif. Parce qu'une dépendance physique, c'est quelque chose qui on dirait qu'on est poussé à y retourner sans arrêt, mais ça devient que c'est plus bénéfique pour nous. Ça peut même nous détruire, si c'est trop exagéré. Puis ça crée un problème d'avoir toutes ces dépendances parce que on cherche notre équilibre intérieur à l'extérieur de nous. Fait que c'est sûr qu'on peut pas y arriver. Fait que c'est toujours à recommencer. Et il se peut qu'il y ait des personnes ici qui disent ben moi je suis correct, moi j'ai pas de dépendance. Alors il y a des personnes que moi j'appelle nos bons rigides, ceux qui connaissent les blessures, qui ont la capacité de se contrôler à tel point qu'ils peuvent se contrôler pour pas manger de sucre, pour toutes sortes de choses. Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles perdent le contrôle ailleurs. Tu sais, à un moment donné, elles finissent par le voir, là. Mais il y a des gens qui ont vraiment cette capacité de se contrôler là longtemps. Et si vous croyez que vous n'avez pas de dépendance ou presque pas, pour savoir si vous êtes dans le contrôle, regardez les gens que vous aimez, vos proches, ceux qui ont des dépendances, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous essayez de les convaincre d'arrêter? Tu dis, tu trouves pas que tu fumes trop, puis tu trouves pas que tu bois un petit peu trop de bière, tu trouves pas que tu es trop souvent sur l'ordinateur? Fait que voyez, si ça vous dérange que quelqu'un d'autre ait une dépendance, c'est que vous autres, vous arrivez à vous contrôler, puis ça vous dérange le fait que l'autre n'est pas capable de se contrôler. Vous en avez autant de dépendance, mais vous réussissez pour le moment à vous contrôler. Mais c'est là quand même. Alors voilà de la façon dont on devient conscient de nos dépendances physiques, c'est en regardant comment je me sens si je suis une semaine ou plus sans à m'en passer. Si vous apercevez que ça fait quelques heures ou quelques jours que vous passez de quelque chose, puis là, vous n'en pouvez plus, là, si c'est trop difficile de vous en passer, faites pas de contrôle. Le but de cet exercice-là, c'est pas de vous contrôler, parce que ça règle rien. C'est juste pour vous aider à en devenir conscient. Là, au moins, vous dites, je m'aperçois que je suis pas capable de me passer plus que 3 jours sans regarder la télévision, ou plus que 2 jours sans manger de dessert, ou plus que 4 jours sans boire une bière, ou sans boire de vin, ou d'alcool, ou plus que quelques heures sans fumer. Donc, au moins, vous vous en rendez compte, puis vous faites juste le noter. Vous prenez note mentalement. Voilà, j'ai telle dépendance, celle-là est un peu plus forte parce que ça prend moins de temps avant que je sens ce manque-là. Puis j'en ai d'autres qui sont moins fortes. Là, comme ça vous permet de voir votre degré de dépendance physique et vous pouvez savoir que vous avez le même degré de dépendance affective, c'est-à-dire dépendre des autres pour votre bonheur. En réalité, là, on voit qu'on a tous un certain degré de dépendance. Alors, pourquoi on est dépendant comme ça? C'est pour fuir la réalité de notre manque d'amour et d'estime de soi. On est dépendant des autres au même degré qu'on manque d'amour de soi. Alors, comme on se croit pas assez aimable, puis on s'aime pas assez, on pense que si les autres nous aiment, puis nous montrent leur amour de différentes façons, nous plaisent surtout, que là, on dit, je dois être aimable. Voyez? On a besoin des autres pour essayer de voir cet amour-là dans les yeux des autres ou dans les gestes des autres, quand en réalité, ça doit venir de l'intérieur de nous. Parce qu'autrement, ça finit pas. On est toujours dépendant des autres, puis si on n'a pas ce qu'on a besoin, on recherche, puis on est malheureux. Parce que souvent, on se fait croire que on est dépendant de quelque chose parce que ça nous stimule. Je prends un café, moi, le matin, ça me stimule, tu vois. Puis d'autres disent, c'est pour me récompenser. Un bon petit dessert pour me récompenser. On va se trouver différentes excuses. Mais en réalité, c'est parce qu'on manque d'amour et d'estime de nous. Et j'ai remarqué aussi que les gens qui sont dépendants sont souvent compulsifs ou impulsifs. Alors, qu'est-ce que c'est que la compulsion? La compulsion, c'est une impossibilité de ne pas faire une action. C'est un désir impérieux d'agir même après réflexion. C'est souvent ne pas pouvoir s'arrêter lorsque nous avons commencé. Alors, ça veut dire que même si je réfléchis, là, c'est quand on est compulsif, là, on continue quand même. Si on commence à manger
une boîte de chocolat, puis on se dit, il faudrait bien que j'arrête, et puis on n'est pas capable d'arrêter. D'autres, ils arrêtent quand ils voient le fond du sac de chips, par exemple, ou quand tout le paquet de biscuits est terminé, enfin. Alors, c'est compulsif. Il y en a qui commencent à jouer sur des jeux sur l'ordino, puis ils se disent, oh mon Dieu, il est rendu 2 heures du matin, il faudrait bien que j'arrête, et puis ben non, encore un autre, tu sais. Puis, fait que c'est ça de la compulsion. Une fois que c'est commencé, même si tu réfléchis, tu as de la difficulté à arrêter. Tandis que l'impulsion, l'impulsion, c'est une force, un penchant qui nous pousse à agir sans réflexion. Hein, c'est juste d'une façon impulsive. Bon, ça veut pas dire qu'une impulsion, c'est jamais bon. Des fois, on peut agir par impulsion, mais on est dirigé par notre intuition. Hein? Mais on le voit tout de suite, si c'est le cas, c'est que ça va être bénéfique. Notre impulsion nous fera pas vivre des choses qui vont nous déranger. Juste être alerte quand vous voyez agir d'une façon impulsive, est-ce que c'est vraiment votre intuition puis c'était super bon ce que vous avez fait ou c'est parce que vous êtes dans le manque, hein, par peur de quelque chose que vous êtes impulsif. Donc en réalité, si vous voyez comme ça dans votre monde physique, impulsif et compulsif, c'est que vous faites la même chose aussi dans votre monde affectif, dans votre façon d'aimer. Tu sais, vous commencez des choses, vous avez des façons de penser ou d'agir avec quelqu'un que vous avez plus de difficulté à contrôler, qui peut même devenir jusqu'à obsessionnel. Hein? Alors, la question que souvent les gens se posent, comment devient-on un dépendant affectif? D'où ça vient tout ça? Comment ça commence? Bon, premièrement, à la naissance, nous sommes tous dépendants de notre mère. Hein? Ça, c'est tout à fait normal. Le petit bébé est encore dépendant de maman. Et selon l'harmonie, l'ordre des choses, le bébé, dans les 7 premières années, l'enfant, dans ces 7 premières années, devrait apprendre à devenir autonome, à se détacher tout doucement de sa maman. Hein? Pour que, pas trop radicalement, mais pour qu'il y ait un juste milieu. Mais souvent, c'est un ou l'autre. Hein? On peut avoir une maman qui est super occupée ou très absente pour quelque raison que ce soit, ou très malade, et l'enfant commence à vivre du manque déjà très, très jeune parce que c'est trop. Hein? Il n'y a pas assez de présence à la maison. Fait que là, on commence tout de suite à vivre ce manque puis essayer de combler ce manque-là. Si d'un autre côté, la mère est trop présente, elle envahit tout l'espace psychique de son enfant, ça veut dire même jusqu'à l'empêcher de désirer pour lui-même, parce que les mamans trop envahissantes, sont toujours en train de dire quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. Non, ça c'est pas bon pour toi. Oui, ça c'est bon pour toi. Puis l'enfant peut pas même, par lui-même décider ce qu'il veut. Puis l'enfant, il sent aussi ce genre de moment, se sent coupable quand elle laisse son enfant tout seul, quand elle s'absente, là, mais maman elle sera pas partie bien longtemps, là, puis l'enfant, il sait tout de suite, hein, si la maman se sent coupable. Ensuite, il y a parce que là, je vais vous donner différentes choses qui peuvent être à la cause de notre dépendance affective. Ça veut pas dire que ça nous prend tout ça, là. Il y en a certaines qui vous appartiennent là-dedans. Ça peut être un enfant à qui on a tout accordé pour éviter des crises. Combien de fois j'ai vu ça des parents dont même certaines de mes sœurs, qui disaient non, donne-y ce qu'il veut plutôt que l'entendre crier, j'aime mieux y donner tout ce qu'il veut, tu sais. Il y a des parents qui ne peuvent pas tolérer entendre un enfant pleurer ou crier. Et fait que ça fait des enfants qui sont très compulsifs et excessifs, plus tard même des adultes comme ça. Et ensuite puis ça fait un enfant ou quelqu'un qui aime pas attendre. Aussitôt qu'il veut quelque chose, il veut l'avoir tout de suite. Hein? Il y en a d'autres aussi, des parents, des fois surtout la mère, qui tolèrent pas la frustration puis qui veut une satisfaction immédiate. Hein? Fait que ça l'enfant, il devient ainsi plus tard, puis il veut tout de suite. Hein? Parce que quand on a un parent qui il veut quelque chose, puis c'est tout de suite, puis ça finit là, ben c'est ça qu'on apprend de nos parents, que c'est frustrant quand on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Ensuite, il y a le cas quand les parents n'écoutent pas l'enfant, puis ne supportent pas les manifestations émotionnelles.
Alors, ils apprennent à l'enfant à ne pas s'exprimer pour pouvoir satisfaire les désirs des parents. Alors, si l'enfant se met à pleurer, ben non, arrête donc de pleurer pour ça, là. Puis, c'est comme l'enfant n'a pas le droit quasiment d'être enfant et il n'a pas le droit de désirer ces choses. Puis, il faut que ça soit toujours des choses qu'il désire, qui fassent l'affaire des parents. Alors ça peut être une autre raison qui développe la dépendance affective. Il y a aussi le fait que la plupart des gens ont manqué d'être validés, surtout à l'adolescence. C'est à l'adolescence qu'il est important de faire la validation. Puis quand on parle de validation, un adolescent, c'est important qu'il soit validé par son parent du même sexe. C'est ça qui développe l'estime de soi. Puis valider, ça veut dire, tu sais, c'est comme, il faut que l'enfant sente, l'adolescent ou l'adolescente sente que son parent du même sexe est fier de lui ou d'elle. Tu sais, quand si le parent il dit, je le sais qu'un jour tu vas arriver à faire quelque chose de bien, puis tu vas réussir tes buts dans ta vie. C'est pas grave de toute façon, ça se fera quand ça se fera, puis de la façon que tu veux, mais je sais que tu es capable, puis tu sais, je le sens que tu as tous les talents qu'il faut pour ça. Vous voyez, il se sent validé dans ce qu'il est par son parent du même sexe. Ça, c'est bien important. Et ça développe beaucoup l'estime de soi puis l'amour de soi. Parce que comme ça, ben, quand on devient adulte, on n'a pas besoin de toujours chercher cette validation-là à travers d'autres personnes. Le parent du sexe opposé, lui, quand il valide son enfant, c'est plus pour l'aider dans sa relation de couple. Comme le parent du sexe opposé, ça serait celui qui devrait dire à l'enfant avec fierté, ben, tu sais, je sais que tu vas plaire aux femmes. Tu sais, disons la maman qui dit ça à son garçon. Puis je me suis aperçue que les mamans ont beaucoup de facilité à faire ça avec leurs garçons. Hey, toutes les filles vont t'aimer, t'es un beau garçon, puis tu sais, je sais que tu vas plaire aux filles. Mais c'est pour ça que les hommes ont plus de facilité dans ce domaine-là. Tandis que la petite fille, bien souvent, le père, au lieu de lui dire « Hey, t'es une belle fille, tu sais, à 13-14 ans ben plutôt il va lui dire « Ben, as-tu vu comment t'es habillée? Une vraie pute, habille-toi mieux. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on s'habille. » Vous voyez, ça valide pas une petite fille. Hein? Puis la petite fille, bien souvent, va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de plaire, pas juste aux autres petits garçons, mais à son père, juste pour être validée, pour qu'elle veut que son père lui dise avec fierté, t'es vraiment une belle fille, puis t'as plein de talent, puis je sais que tu vas plaire aux hommes, puis t'auras pas de difficulté dans ce domaine-là. Vous voyez, ça, c'est une validation. Mais il faut que ce soit fait avec fierté. Il faut pas que la petite fille sente un regard ou quelque chose de sexuel là-dedans. Il faut vraiment que ce soit qu'elle sente que le père est juste fier de sa fille. Autant la maman aussi, avec le fils, il faut que ce soit de la fierté. Hein? Alors, c'est sûr que si vous avez été validé par au moins un des deux parents, votre dépendance affective elle va être moins prononcée. Mais si vous n'avez pas eu aucune validation par aucun des deux parents, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup plus dépendant affectif. Il y a aussi le complexe d'Édipe qui est mal vécu, qui est pas résolu, qui fait que on demeure très dépendant. Parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, dans l'ordre des choses, on commence à être dépendant et tout doucement, après l'âge de 7 ans, tout au long de notre adolescence, on doit commencer à vraiment se couper puis commencer à développer notre autonomie pour arriver à cette autonomie. Mais avec le complexe d'Édipe, ça, c'est la petite fille qui est amoureuse de son papa, puis le petit garçon de sa maman. C'est pas toujours facile à vivre. Puis bien souvent, l'enfant, il sait pas ce qui lui arrive. Puis tout jeune, hein, déjà vers l'âge de 3-4 ans, quand le complexe d'Édipe commence à être vraiment développé, il commence à avoir des sensations, puis ça se développe le complexe d'Édipe au moment où l'énergie sexuelle se développe. Là, je peux pas couvrir tout le complexe d'Édipe au complet dans cette conférence, ça a déjà été fait dans une autre conférence sur la sexualité. Mais l'enfant, il vit de l'angoisse parce que il se sent coupable des désirs qu'il a face aux parents du sexe opposé. Puis c'est pas conscient, ça.
Le petit garçon ou la petite fille de 3-4 ans se dit pas « Ah, moi, je désire mon papa ou ma maman ». Ça se fait pas d'une façon consciente, mais c'est là en dedans. Et on le voit beaucoup sur cette angoisse est souvent manifestée la nuit dans les rêves. Il va faire des cauchemars, puis c'est parce que c'est présent. Le petit garçon qui adore sa maman, ben inconsciemment, il a peur de la vengeance de son père. Puis vice-versa, la petite fille a peur de la vengeance ou de la jalousie de sa mère, hein, si elle a trop de désir envers son papa, la petite fille. Puis en même temps, autant il y a des désirs, ben il veut être reconnu par ce parent du sexe opposé. Fait qu'il est tellement occupé à essayer d'être reconnu qu'il y a de la difficulté à se détacher. Hein? Fait que c'est pour ça que le détachement ne se fait pas parce que le complexe d'Édipe est pas bien vécu. Puis surtout si au moment où le complexe d'Édipe c'est bien développé, si le parent du même sexe est jaloux, ben ça arrive souvent. La maman est jalouse de l'attention que son mari donne à sa fille et le père peut être jaloux de l'attention que la maman donne trop au fils. Lui est mis de côté ou tu sais, quand le parent est mis de côté puis l'enfant prend trop de place, ben ça crée de la jalousie. Puis on le sent ça en tant qu'enfant. Fait que on part avec l'idée, ben être aimé ou trop aimé égale c'est pas correct. Fait que ça rend quelqu'un jaloux, puis ça crée des problèmes. Fait qu'on commence à se couper de l'amour véritable. Puis, fait qu'on est en manque. Hein, si on se coupe déjà à ce moment-là, on n'est pas bien, parce qu'on se permet pas d'aimer comme on voudrait. Et en même temps, si, toujours dans le complexe d'Édipe, si le parent du sexe opposé est beaucoup trop présent dans la vie de la maman, dans la vie du petit garçon, puis le papa dans la vie de la petite fille, puis c'est toujours mon petit chéri par-ci, puis ma petite chérie par-là, puis mon petit homme, puis ma belle-fille, ma belle princesse. Tu sais, si on sent que c'est trop présent, ben, bien souvent, l'enfant va avoir de la difficulté à se permettre de pas satisfaire les désirs parce que il va tellement vouloir faire plaisir à ce parent-là envers qui il sent qu'il il est très important. Fait que ça, déjà on apprend à l'enfant qu'il n'a pas vraiment le droit de désirer pour lui-même. Faut qu'il désire juste si ça fait l'affaire du parent qu'il l'aime tellement. Hein? Fait que on s'en rend pas compte, mais vous voyez, il y a eu plein d'incidents quand on était jeune qui ont fait que on a développé ce manque affectif et puis qu'aujourd'hui, ben on a des répercussions dans notre vie d'adulte. Hein? Fait que le fait au moins de le savoir, c'est que si vous êtes des parents puis que vous avez des enfants ou adolescents, ben peut-être que vous pouvez les aider là-dedans. Parce qu'en réalité, plus l'enfant grandit, puis plus on doit habituer l'enfant à faire des choses seul, puis à prendre des initiatives seul. Alors, avec ce manque affectif, ben, que ce soit vécu avec le parent du même sexe ou du sexe opposé, quand on est enfant, on croit que ce manque-là nous est imputable. C'est-à-dire que c'est notre faute si on reçoit pas l'amour, le genre d'amour qu'on voudrait. Parce que même si c'est trop d'amour, un amour étouffant, c'est pas mieux quand même. Tu sais, on sent qu'il c'est pas dans l'ordre des choses. Et puis on pense que c'est notre faute si ça se passe comme ça. Puis qu'il faut tout faire pour être aimé de nos parents. Donc, si on veut croire qu'on est aimable. Puis ensuite, ben le fait qu'on fait du transfert sur quelque chose de physique, ben on sait que ça a commencé jeune aussi. Alors moi, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Je pense que tous les parents ici peuvent se reconnaître là-dedans. Souvent, quand on n'avait pas de temps pour les enfants, ben on leur disait, ben va regarder la télévision. Ben on leur donnait de la crème glacée ou du chocolat ou quelque chose, un biscuit pour compenser pour le temps qu'on n'avait pas pour eux autres. Fait qu'est-ce qu'on apprend déjà très jeune? Quand je manque d'attention, quand je manque de présence, quand je manque de me sentir aimée par ma mère ou mon père, ben on me donne d'autres choses en compensation. Fait qu'on apprend à faire du transfert comme ça. Hein? Fait qu'on a pas mal tous appris ça. Hein? Et puis là, ben, quand on devient adulte, tous ces manques affectifs qu'on a vécus quand on était jeune, ben ça affecte notre vie d'adulte dans notre relation affective avec les conjoints, puis même notre relation affective avec nos enfants. Là, ce qui arrive dans les comportements qui se développent plus tard adultes,
un premier comportement, c'est qu'on devient fusionnel. Alors, encore une fois, dans tous ces comportements que je vais nommer, ça ne veut pas dire que vous les avez tous. Si vous les en avez beaucoup, ça veut dire que vous êtes probablement plus dépendant affectif. Puis, mais faites juste regarder dans quoi vous retrouvez. Hein? Alors, être fusionnel, c'est ne pas pouvoir se différencier de l'autre. Hein? Tout sentir ce que l'autre vit et vouloir aider l'autre à se sentir bien afin de ne plus sentir le désarroi ou la peine de l'autre. En réalité, c'est une grande sensibilité mal gérée. Alors, quand on est fusionnel, c'est qu'on est porté à materner. On materne ceux qu'on aime. Hein? C'est juste à l'idée d'être séparé des gens qu'on aime, on commence à vivre de l'angoisse. Il y en a même qui... C'est fréquent, là, l'angoisse qu'ils la vivent souvent. Moi, je vois des parents qui déjà, les enfants sont tout jeunes. Juste à l'idée que l'enfant pourrait mourir dans un accident ou y arriver quelque chose de grave, tout de suite, ils ont mal, là. Il y a une grosse angoisse. Hein? Donc, puis il y en a d'autres, juste à l'idée de perdre leurs parents ou perdre leur conjoint, c'est très, très angoissant. Alors ça veut dire qu'on est beaucoup trop attaché à eux parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un quand vous êtes fusionnel comme ça. C'est comme si vous veniez de perdre une partie de vous autres et c'est pas dans l'ordre des choses parce qu'il y a personne au monde qui nous appartient. Hein? Ou bien, on devient indépendant. Alors, il y a on va dans l'autre extrême. Alors, il y en a d'autres qui disent, moi, je suis pas une personne dépendante. Donc, ils deviennent indépendants. Alors, l'indépendance, c'est pas la même chose que l'autonomie. Indépendance, c'est la réaction à la dépendance. L'indépendance, c'est ne vouloir compter que sur soi, ne rien demander aux autres. Je suis capable, j'ai pas besoin de personne. Alors, il y en a beaucoup même qui se privent du plaisir d'être avec un conjoint, plutôt que de se retrouver avec quelqu'un puis ils disent c'est toujours la même chose, tu te retrouves avec quelqu'un, ça va bien pendant un bout de temps, puis là, il arrive quelque chose, c'est toujours à recommencer. Fait que plutôt qu'à être abandonné ou trahi par quelqu'un, j'aime mieux être toute seule. Alors ça, c'est la personne indépendante, c'est la partie indépendante qui parle. Parce qu'au plus profond, cette personne-là, si elle savait, si on pouvait l'assurer là à 100% qu'elle pourrait trouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir une relation merveilleuse, elle préférerait avoir quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, on est tous pareils. On a tous ce plaisir de partager des choses avec quelqu'un. Mais quand on se fait croire, oh non, dans le fond, ça fait des années que je suis tout seul et puis j'ai pas besoin de personne, je m'arrange bien tout seul. Voyez, ça, c'est l'indépendance encore qui parle, parce que ça fait partie de l'ordre des choses de vouloir partager avec d'autres personnes et puis parce qu'il y en a bien qui ici n'ont pas de compagnon, ils vont se trouver quelqu'un d'autre avec qui partager. Alors regardez bien qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ou bien il y en a qui disent oui, mais je rencontre aussi des gens qui veulent pas s'engager parce que quand on est trop indépendant, on a de la difficulté à s'engager parce qu'on est toujours sur le contrôle ou on est aux aguets, on devient de plus en plus difficile et si vous vous attirez des gens qui veulent pas s'engager, c'est parce qu'au plus profond vous avez encore une peur de vous engager. On attire toujours à soi tout ce qui nous appartient. Hein? Un autre comportement pour les personnes qui sont dépendants affectifs, c'est qu'ils peuvent chercher un conjoint pour dissimuler justement leur incapacité d'être autonome pour être pris en charge. Alors, il y en a que c'est le contraire. Je veux avoir quelqu'un, puis ils ont toujours un conjoint après l'autre, au lieu d'être indépendant. Mais ça veut pas dire que parce que tu as un conjoint, tu es automatiquement autonome. Hein? Une chose aussi qu'on peut constater chez les personnes dépendantes, c'est que quand il y a une séparation, c'est difficile à se ressaisir. La personne, tout de suite, elle manque d'énergie, elle sent que son énergie vitale est beaucoup plus basse, son énergie sexuelle aussi, puis même le dépendant peut même devenir obsédé ou déprimé avec ce qui vient de se passer, de la difficulté à continuer à vivre, à profiter de la vie, puis même à avoir des désirs ou avoir le goût d'aller s'amuser ailleurs. C'est comme chaque fois qu'il y a une séparation,
C'est comme si la vie vient de finir. Alors ça, on voit tout de suite, c'était une personne qui était très accrochée à cette relation-là. Puis il y en a d'autres qui vont avoir l'attitude de aller très vite d'une relation à l'autre. Ils vont sauter sur une autre nouvelle relation. Ils sont pas sortis d'une relation qui s'embarquent dans une autre relation. Et si vous faites ça d'une façon trop rapide, sans avoir pris le temps de vous poser puis de bien vérifier ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette séparation-là? Ben, si vous allez trop vite, il y a bien des chances que ça dure pas encore parce que des fois, ceux qui vont trop vite pour sauter dans une relation peuvent être étouffants pour une autre personne. Ensuite, souvent, la personne dépendante oublie d'être elle-même. Elle va tout accepter de l'autre. L'autre va faire toutes sortes de demandes. Va dire oui, c'est toujours correct, sans vérifier comment qu'elle se sent avec ça. Tout ce qu'elle veut, cette personne-là, c'est de plaire à l'autre personne. Alors, ça veut dire que tout ce qu'elle fait, c'est vraiment accéder au désir de l'autre. Puis, elle peut aussi oublier ses propres désirs, même pas penser à qu'est-ce que moi je veux, même pas parler à l'autre de ses désirs, parce qu'elle a peur que ses désirs ne conviennent pas à l'autre. Puis, souvent même, j'ai vu des gens qui vérifient même pas. Ils commencent à penser à quelque chose, puis ils disent « Ah, j'aimerais ça, telle chose, peut-être faire quelque chose ce week-end, par exemple. » Ah ben non, je suis sûre qu'il voudra pas. Tu vois, ils vérifient même pas avec l'autre de peur de déplaire. Fait qu'ils oublient leurs propres désirs. Parlent pas de leurs sentiments de peur, d'inquiétude face au couple. Parce que c'est normal. Dans tous les couples, des fois, on a des sentiments on se dit, il me semble que c'est pas comme avant, il me semble qu'il se passe quelque chose. Et puis, on n'ose pas en parler. Puis quand je parle surtout de couple, mais vous allez voir que vous faites la même chose aussi avec vos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, même quand ils deviennent des adultes. Hein, on est dépendant aussi de nos enfants. Hein, on a peur d'eux autres, on a peur de leur parler, on a peur de faire des mises au point, on a peur de leur déplaire. C'est toutes des manifestations de dépendance. Puis souvent, c'est le genre un couple, disons, dépendant affectif, les deux ensemble, ils vont faire semblant que tout va bien. Tu sais, c'est bien plus facile que de faire une mise au point puis de dire, comment tu te sens dans notre couple? Tu sais, ça fait, 10 ans qu'on est ensemble. Te sens-tu bien? Est-ce que ça fait wow en dedans, de la façon qu'on vit notre couple? Est-ce que tu te vois continuer comme ça pour le reste de nos jours ensemble? Est-ce que toi, ça te plaît, ça, cette idée-là, ou bien si tu trouves qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait changer dans notre couple? Vous voyez, ça, ce sont des couples qui sont là pour grandir ensemble, qui veulent parler des choses et puis qui veulent améliorer toujours leur qualité de vie ensemble. Tandis que quand on est trop dépendant affectif, on a tellement peur de perdre l'autre qu'on veut pas voir ces choses-là, on n'en parle pas. Puis, si la personne dépendante, si elle ose exprimer un désir puis que ça fait pas l'affaire de l'autre, mais bien souvent, elle va se laisser influencer pour changer d'idée si l'autre n'est pas d'accord. Hein? Ou bien si jamais elle le fait, elle va se sentir bien coupable. Hein? Puis, il y en a même qui pensent que la jalousie, la possession de l'autre, c'est une indication d'amour. Ah oui, puis moi je l'ai entendu plusieurs fois, des personnes me disent moi j'aime ça. Moi, mon mari, il est super jaloux, là, puis il aime pas ça quand les autres hommes me regardent, là. Il me fait des scènes de jalousie quand on allait à la maison, puis moi, j'aime ça. Je trouve que c'est parce qu'il m'aime. Oui, ça dure pas bien longtemps comme ça, hein? Parce que ça finit par faire c'est plus juste des scènes de jalousie. Hein. Il y en a d'autres qui sont, dans leur façon d'être dépendants, qui sont accros à la passion. C'est-à-dire des personnes qui sont en amour avec tomber en amour. Hein. Fait que quand la passion commence à s'estomper, là, c'est plus aussi agréable, et puis là, il laisse la personne, puis il se trouve quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont ils veulent pas vivre dans l'amour, ils veulent tomber en amour. C'est ça qu'ils aiment. Hein? D'autres, ils sont aussi, la façon de l'exprimer, c'est être codépendant. Alors, être codépendant, c'est de croire que la personne avec qui on est, qui est dépendante, ne peut pas survivre seule.
J'ai entendu souvent des hommes et des femmes me dire, moi, je peux pas laisser mon mari comme ça. Dans le moment, il est vraiment alcoolique et puis il va aller se suicider si je le laisse. T'sais? Puis, fait que vous voyez, c'est ce qu'on appelle être codépendant. Fait qu'on est comme dépendant de la dépendance de l'autre. Hein? Et c'est de toujours trop vouloir l'aider, le sauver, tu sais. Puis ça, c'est pas juste avec le conjoint, encore comme je dis un peu plus tôt, c'est aussi avec les enfants. Combien de parents ils me disent ben oui, mais là mon fils il a 25 ans, puis il vient d'y arriver, il y a eu un accident encore. La semaine passée, j'entendais ça. Il y a eu un accident, puis le pauvre, ben il y a pas un sou à la banque et puis il y a rien en avant de lui. Donc je l'ai pris chez moi, là, je l'ai repris à la maison, puis il y en a pour 6 mois chez nous, là. Le pauvre, faut bien que je m'en occupe. Vous voyez, c'est comme finalement, c'est comme si l'enfer d'un devient l'enfer de l'autre, parce que on pense que les autres ne peuvent pas survivre sans nous. Hein? Parce que si vous êtes toujours en train de vous occuper, de vouloir sauver quelqu'un, parce que vous croyez que c'est votre devoir et que l'autre peut pas survivre seul, vous n'êtes pas dans l'amour véritable, vous êtes dans la peur. La peur de pas être aimé, la peur de... c'est ça qu'ils disent que vous êtes une épouse épouvantable, tu sais, vous passeriez pour une sans-cœur, laisser quelqu'un dans le trouble comme ça, quand en réalité, l'amour de soi, c'est penser à soi, pas se rendre malade pour les autres. Hein. On a aussi beaucoup d'attentes face à l'autre pour se faire complimenter ou reconnu par l'autre. Hein. Fait que il y a beaucoup... C'est là qu'on voit que quand on vit pas mal de colère puis de frustration dans un couple, surtout quand l'autre fait pas les choses qui nous plaisent, c'est là qu'on voit que c'est de la dépendance affective. Il y a beaucoup de personnes dans ceux qui choisissent l'indépendance, dans leur comportement, c'est de se lancer dans le travail ou plein d'occupations ou de sorties pour ne pas sentir leur solitude. Alors ça, c'est une façon de dire non, moi je suis très bien, j'ai plein d'occupations. Donc ils sentent pas leur manque qu'ils vivent. Et plein de personnes sont dépendants dans le monde physique, mais au lieu de se regarder, ils trouvent des excuses comme dans leur monde affectif. Alors, il y a différentes façons de se trouver des excuses pour ne pas se voir vraiment dans nos dépendances affectives, dans ce que je viens de mentionner là. Il y a 5 façons différentes qu'on peut utiliser pour ne pas se regarder. La première, c'est le déni, c'est-à-dire qu'on nie les conséquences ou on nie notre souffrance, puis celle imposée à notre entourage. On veut pas le voir. On le nie complètement. Hein. Il y a plein de gens comme ça qui veulent pas le voir du tout. Ils sont accros à je sais pas moi, aller jouer au casino ou l'internet ou certaines drogues, et puis ils veulent pas voir que ça peut faire du tort autour d'eux, qui disent c'est le problème de l'autre, tu sais. Et puis il y en a qui vont nier en disant des choses comme ben moi je mange jamais de dessert, mais comme là c'est une occasion spéciale, ben là j'en mange. Ben comme c'est toi qui me reçois chez vous, ben là je vais en manger un. Mais avant de le manger, je mange jamais de dessert, tu sais. Mais puis ça, moi je connais des gens comme ça que ça doit faire 50 fois je les entends dire ça. Je mange jamais de dessert, mais tu sais. Et puis c'est ou bien d'habitude je prends jamais d'alcool, mais là c'est une petite occasion spéciale. Tu sais, on dirait qu'ils sont toujours obligés de mais ça c'est des personnes qui se voient pas, hein, qui font du déni, ils sont convaincus qu'ils en prennent jamais. Puis c'est pas parce qu'ils sont des menteurs, c'est une façon de nier des choses de soi. Puis on peut même nier pour les autres, pour ceux qu'on aime aussi. Ben mon mari, tu sais, il boit pas mal, mais il est jamais déplacé. Il prend bien ça, tu sais. Fait que mon fils fume un peu de marijuana, mais tu sais, c'est pas beaucoup, hein. Fait que je suis sûre qu'il ira jamais plus loin. Voyez, ça c'est tu sais, tous les jeunes aujourd'hui font ça, hein, ils en prennent un peu, bon, c'est pas grave. Voyez, ça c'est une façon, c'est ce qu'on appelle du déni. Deuxième façon, c'est la substitution. Alors, il y a des gens qui vont arrêter quelque chose, surtout ceux qui font du contrôle. Ils vont arrêter quelque chose parce que la tête dit que c'est pas bien, mais ils vont tout de suite passer à autre chose. Hein? La personne qui arrête de fumer puis qui mange 10 fois plus de petits bonbons par après.
Il y en a qui vont arrêter de faire des achats en excès, mais ils vont passer dans la boulimie, dans la nourriture. Il y en a d'autres qui arrêtent la boulimie, mais font faire passer un excès de sexe. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la substitution. D'autres, c'est la procrastination. Hein? La procrastination, c'est de... Fait que la personne est toujours en train de dire oui, je commence la semaine prochaine, là. Mon nouveau régime ou j'arrête telle chose la semaine prochaine, là. C'est ma dernière semaine. Tu sais, comme l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, justement, une personne qui est accro à aller jouer au casino, quasiment là, à tous les jours. Là, c'est ma dernière semaine. Fait que cette semaine, là, je suis là tous les jours, puis tous les soirs, là, j'y mets le paquet, parce que là, c'est ma dernière semaine, tu vois. Tu sais, tu dis, le pauvre, est-ce que c'est vrai, hein? Alors, puis d'autres, c'est avec des explications. Fait qu'ils ont toujours une bonne explication. Ben, de ce temps-là, je bois plus ou je fume plus parce que je vis un mauvais moment, je vis une séparation. Ben, tu sais, ils vont donner une excuse. Et une autre façon, c'est faire de la projection, c'est-à-dire décider des choses d'avance pour les gens, c'est comme se convaincre que les autres s'en apercevront pas. Tu sais, ils projettent des choses sur les autres, ils décident pour les autres. Hein, comme je vais prendre du vin ce midi au repas, mais personne va s'en apercevoir au bureau, puis je vais bien me rincer la bouche. Puis de toute façon, ça me fait pas tellement effet, ils s'en apercevront pas. Ça, c'est faire de la projection pour les autres. Donc, je sais pas s'il y en a qui se voient là-dedans, là, dans votre façon, dans une façon de ne pas vouloir avoir votre dépendance. Puis, qu'est-ce que vous avez vu dans tous les autres comportements que j'ai mentionnés plus tôt, les comportements de l'adulte quand de la personne, de l'enfant dépendant quand il devient un adulte, quels sont ses comportements? Alors, voilà, jusqu'à maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est que la dépendance, pourquoi on est dépendant, d'où ça vient, les comportements qu'on a une fois qu'on est adulte en tant que personne dépendante. Alors maintenant, on va terminer avec comment revenir à l'autonomie affective, qui est vraiment l'état naturel de l'humain. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? La définition de l'autonomie, c'est le fait de décider par soi-même ce qu'on veut et de faire des demandes, mais sans attente si on en a besoin, hein, pour se faire aider aux besoins. Fait que ça veut dire que ça veut pas dire qu'on est indépendant, qu'on n'a pas besoin de personne, mais on sait ce qu'on veut, on se permet d'avoir des désirs, puis on le demande à quelqu'un, mais on s'attend pas que ça va être ce quelqu'un-là qui va nous prouver son amour en répondant à nos attentes. Vous voyez, c'est ça la différence. Alors, il y a l'indépendant qui dit c'est correct, j'ai pas besoin de personne, puis il y a le dépendant qui il veut se faire montrer son amour par une personne spécifique. Tandis que la personne autonome est capable de faire ses demandes si elle s'aperçoit qu'elle n'est pas capable toute seule. Puis si quelqu'un veut pas, ben elle va trouver une autre personne, puis ça viendra pas lui faire vivre un manque à l'intérieur d'elle. Hein? Et avant de continuer dans l'autonomie affective, je veux juste aussi vérifier avec vous autres que c'est bien compris le fait de la dépendance affective. Comment pour la découvrir, c'est qu'on regarde la dépendance physique. Et il y a vraiment deux facteurs. Je sais que j'en ai mentionné un tout à l'heure, mais je vais mentionner le deuxième. Tout à l'heure, je vous ai dit que la dépendance physique, le premier facteur, c'était déterminé par la souffrance, par le manque qu'on vit quand on se passe de la substance ou de la chose physique dont on dépend. Hein? Ça, c'est un facteur. Puis le deuxième facteur, c'est aussi le degré du tort que cette dépendance-là peut apporter à notre corps ou à notre vie familiale ou notre vie intime. Fait que ça, c'est les deux facteurs pour voir le degré de la dépendance. Tu sais, est-ce que ça me fait souffrir beaucoup quand j'en manque? Puis est-ce que les conséquences sont plus nuisibles, sont très nuisibles à ma santé ou à ma vie familiale ou intime? Alors, comme par exemple, une dépendance à la drogue,
est probablement plus nuisible qu'une dépendance à la lecture ou une dépendance à la télévision. Hein? C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui font du transfert, qui arrêtent une dépendance, ils passent à une autre dépendance, mais si elle est moins nuisible pour votre santé ou pour votre vie, ben vous savez au moins que vous en allez dans des dépendances un petit peu moins fortes. Fait que c'est mieux que garder la dépendance qui est très nuisible. Hein? Fait que ça, c'est pour bien faire la différence sur le degré de la dépendance. Puis aussi, je veux mentionner qu'il faut faire attention aux habitudes puis aux préférences, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire ah ben moi c'est pas une dépendance, moi c'est juste une préférence parce que j'aime ça, ou ben moi j'ai pris l'habitude de manger juste un petit bout de dessert à la fin de chaque repas. Fait que si c'est une habitude, si vous en passez pendant une semaine, ça devrait pas vous faire souffrir. Puis si c'est juste une préférence aussi. Fait que, parce qu'on on a le droit on peut dire ben moi j'aime ça manger un peu de dessert, ou j'aime ça regarder la télévision ou jouer sur les jeux internet. Vous pouvez aimer mais sans souffrir si vous en manquez. Alors quand on veut retourner à l'autonomie affective, alors là première chose c'est en devenir conscient. Hein? Fait qu'en devenant conscient de la façon que je viens de vous dire, en vérifiant avec la dimension physique, c'est-à-dire avec vos dépendances physiques. Et puis, surtout, encore, je mentionne à ceux qui ont la capacité de se contrôler, hein, c'est faites juste, soyez plus attentifs à votre façon de réagir aux autres qui eux ne se contrôlent pas, hein, si ça vous dérange ou non, ou si vous êtes le genre à faire du déni. Hein, puis vous pouvez le demander aux gens qui vous entourent si eux autres croient que vous faites du contrôle dans telle ou telle chose. Puis acceptez que cette dépendance physique-là que vous avez est là pour attirer votre attention sur une autre dépendance au plan affectif. Parce que si vous passez votre temps à dire « faudrait bien que j'arrête de fumer, faudrait bien que j'arrête de boire, faudrait bien que j'arrête ci, faudrait bien que j'arrête ça », ça veut dire que vous ne vous acceptez pas. Et plus vous voulez arrêter, plus vous voulez mettre le couvercle sur la vraie raison, sur ce que ça veut vous dire, votre dépendance physique. Parce que ça donne rien, quand même que vous vous forcez pour arrêter, ça réglera pas votre dépendance affective, ça vous aidera pas à devenir plus autonome. En fait que c'est bien important de juste dire que cette dépendance physique-là est là pour attirer votre attention, puis vous donner le droit d'avoir cette dépendance physique, pour le moment, hein, en se donnant le droit de l'avoir ou de faire du transfert sur quelque chose de moins nuisible. Hein, ça fait partie des étapes des fois qu'il faut faire. Tu sais. Et comme si vous voyez, par exemple, il peut y avoir une journée ou une semaine, il peut y avoir une période dans votre vie où là, vous n'êtes pas capable de vous en passer, votre dépendance est beaucoup plus forte, là. Ben, parlez à votre corps, puis dites-le à votre corps, ben, dans le moment, je sais que je te donne beaucoup de travail, là, parce que je mange beaucoup plus de chocolat ou de dessert que d'habitude, ou je fume plus, ou quoi que ce soit. Et si je vais juste te demander d'être tolérant avec moi, parce que je sais que je te donne beaucoup de fil à retordre, mais pour le moment, c'est la seule façon que j'ai pour essayer de me faire sentir bien, parce que j'ai un gros manque affectif, donc je sais que j'essaie de me remplir avec telle ou telle chose. Tu sais. Au moins, si vous en êtes conscient, vous allez avec ce qui vient. Je vous assure que votre corps va être beaucoup plus tolérant, puis votre corps va avoir beaucoup plus de facilité à éliminer tout ce qu'il n'y a pas besoin. Puis à ce que ça soit moins nuisible aussi pour vous physiquement. Parce que le corps physique il est capable d'en prendre. Hein? On le sait, on a tous fait des abus à un certain moment. Puis le corps physique il est très capable. Et surtout quand c'est fait dans l'amour, dans l'acceptation, hein, je répète que l'amour, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire que j'accepte même si je suis pas d'accord. Alors même si vous savez que pour un certain moment, si vous vous remplissez avec quelque chose de physique, ou des fois ça peut être un excès de magasinage, vous allez faire beaucoup d'achats. Bon, ok, ben je vais faire face aux conséquences. Tu sais, je vais avoir ma carte de crédit est pas mal remplie, mais je vais y voir, tu sais, c'est ça. On doit se parler puis aller avec ce qui vient. Hein?
Puis toujours juste de dire, bon, ben, dans le moment, c'est en train de me dire que mon degré de dépendance est en train d'attirer mon attention sur mon degré de manque d'amour de moi. C'est si vous avez des moments où c'est beaucoup plus fort vos dépendances, vous savez que les situations que vous vivez à ce moment-là, vous êtes porté à moins vous aimer, à vous probablement vous taper sur la tête ou vous en vouloir pour toutes sortes de choses. Puis, alors, vous voyez la différence, plutôt que de dire, quand est-ce que je vais arrêter ici, puis je vais arrêter ça, si vous dites, ben merci beaucoup à cette dépendance-là de me dire que pour le moment, j'ai grand intérêt à apprendre à m'aimer davantage, c'est-à-dire être plus tolérant envers moi-même, me donner le droit d'être humain, me donner le droit d'avoir des faiblesses, me donner le droit d'avoir des peurs, ben c'est comme ça que les choses vont se transformer. Parce que, je pense que je l'ai dit dans toutes mes conférences, mais plus on veut arrêter quelque chose, puis plus ça continue. Et plus on va avec ce qui vient, plus on dit, oh, c'est comme ça pour le moment, je peux pas faire mieux pour le moment, puis on dit, même si on n'est pas d'accord, on va avec ce qui vient, ben c'est comme ça qu'on le fait diminuer. C'est vraiment une notion spirituelle très pas facile à concevoir puis à accepter par notre intellect. Quand je répète ça tout le temps, parce que plus on résiste, plus on va arrêter quelque chose, puis plus ça continue. Puis plus on va avec ce qui vient, puis on dit oui à ça, même si on n'est pas d'accord, plus ça change. C'est illogique intellectuellement, mais au plan spirituel, c'est quelque chose de merveilleux, ça a un pouvoir de transformation magique. Acceptez aussi l'idée que le manque d'amour et d'affection que vous avez vécu était très réel dans votre enfance. Tu sais, c'est vrai, on en a tous manqué. Pourquoi qu'on a manqué? Pas parce que nos parents nous aimaient pas. Ils savaient pas nous aimer. Ils savaient pas nous aimer de la façon qu'on aurait voulu. Tu sais, si ils nous ont donné ce qu'eux autres ont reçu, ce qu'eux autres ont appris. On peut pas leur en vouloir. Hein? Fait que juste dire, oui, j'ai eu des manques quand j'étais jeune. C'était vrai, c'était réel. Puis ça s'est fait, c'était en fonction des blessures que je suis venue régler dans cette vie-ci. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent un peu mon enseignement, vous savez que je travaille toujours avec 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et selon les blessures qu'on a vécues, c'est ça qui nous porte à souffrir de tel ou tel manque, puis même qui affecte notre comportement aussi, selon nos blessures. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes comportements que d'autres pour montrer leur dépendance affective. Et comme par exemple la personne très dépendante ou qui souffrait qui a la blessure d'abandon, elle va avoir beaucoup plus besoin, disons, de présence et d'attention, par exemple. Hein. Fait que c'est juste savoir que on est venu régler des blessures, ça faisait partie des manques qu'on a reçus en fonction de nos blessures. Et que on a eu les parents qu'on avait besoin pour justement devenir conscient de toutes ces choses-là. Donc, c'est pas notre imagination, notre manque a été réel, mais maintenant, on est devenus des adultes, puis on peut commencer à aider ce petit enfant en dedans qui a eu des manques. Puis reconnaître aussi qu'on est toujours à la recherche de construire des liens, des liens avec nos parents, dans les relations avec les autres. Tout ce qui n'a pas été complété avec nos parents, qu'on n'a pas réussi à se détacher complètement d'eux, c'est pour ça qu'on est toujours en train de vouloir d'autres relations, que ce soit relations dans notre couple, nos relations qu'on vit avec des amis, avec des enfants. C'est comme la répétition de ce qu'on a vécu avec nos parents, puis c'est pour arriver à se séparer d'eux finalement. On n'a pas encore coupé le cordon ombilical là avec les parents et on le retrouve dans toutes nos autres relations par après. Alors, il faut vraiment prendre la décision que maintenant, on peut se séparer. On peut se séparer, couper ce fameux cordon pour apprendre à construire des nouveaux liens avec nos parents puis dans toutes nos autres relations. Hein, parce que c'est toujours la même chose qu'on répète si on n'a pas coupé ce fameux cordon. Ensuite, en étant plus conscient de quelle façon vous exprimez votre dépendance affective dans les 7
façon qu'on a détaillée un peu plus tôt, ça va vous aider à en devenir plus conscient de vos dépendances affectives et puis de devenir conscient comment je les exprime ces différentes façons-là. Est-ce que avec mes enfants, c'est de telle façon, avec mon conjoint ou conjoint de l'autre façon. T'sais, juste vous regardez aller. Ah ben, avec un tel, là, je cherche beaucoup de compliments. Avec l'autre, je cherche plus l'attention. Juste être avec ça, devenir conscient. Puis quand vous vous en apercevez, là, que vous recherchez ce manque affectif avec les gens de telle façon, ben exprimez-leur ce que vous avez découvert. Vous dites, ben comme je m'aime pas encore assez, ben je suis encore dépendant, puis je m'attends à avoir plus d'attention de toi. Mais là, comme je suis en train de faire mon processus puis il est pas fait encore, ben je vais te demander d'avoir plus de patience. C'est comme si vous êtes du genre à vouloir avoir des compliments, par exemple. Ben vous dites avec la personne avec qui vous recherchez des compliments, ben je veux juste te dire que je suis pas encore capable moi de me faire des compliments. Donc si tu sais pas trop quoi faire, là, gêne-toi pas, tu peux me faire des compliments. Je vais les accepter parce que je suis pas encore capable de le faire tout seul. Mais inquiète pas, je suis en train de travailler là-dessus, là, puis ça va venir un jour. Voyez, est-ce que vous auriez le goût de faire un compliment à quelqu'un qui vous dit ça? C'est plus, tandis que quelqu'un qui cherche tout le temps, aime ça, tout ça beau, on vient qu'on n'a pas le goût même de leur en faire. Mais juste d'admettre le fait que vous reconnaissez que vous avez encore cette dépendance-là, puis avec l'autre personne, c'est la présence, comme une jeune fille, elle avait à peu près 25-26 ans, puis elle me racontait que après qu'elle avait suivi le cours autonomie affective, puis elle avait réalisé que elle, quand elle avait un nouveau conjoint, elle avait besoin d'attention, mais sans arrêt. Elle dit, quand il se levait pour aller à quelque part dans la maison, elle le suivait. Elle dit, c'est tout juste si j'allais pas aux toilettes avec lui. Mais elle s'était jamais rendue compte qu'elle faisait ça, mais elle les perdait tous, ses conjoints après l'autre, t'imagines? Les pauvres garçons, ils savaient pas quoi faire. Elle les suivait tout le temps. Puis, quand elle s'est rendue compte de ça, le prochain conjoint qu'elle a eu, elle lui a dit, je veux juste te dire, je me suis rendu compte que je suis vraiment dépendante d'attention, puis ça se peut que je te suive un peu partout, là, mais mais elle nous avait fait rire, quand elle nous racontait ça. Puis, juste le fait de lui avoir dit, déjà, en commençant sa relation avec, elle dit, tout à coup, je m'aperçois, la première fois qu'il vient chez nous, elle dit, il part, puis il est allé pour aller vérifier quelque chose dans son auto. Je me suis aperçue que je suis restée dans la cuisine. Je l'ai même pas suivi. Fait que, tu vois, déjà, elle a vu que juste le fait de l'avouer, de se donner le droit que pour le moment, elle était comme ça. Déjà, ça avait commencé à changer avec sa prochaine relation. Fait que c'est parce que si on est capable de juste l'avouer comme ça, sans se culpabiliser, sans se taper sur la tête, ça veut dire qu'on accepte le comportement qu'on a, même si c'est pas notre préférence pour le moment. Puis quand on leur dit, je suis en train de faire mon processus, là, mais un jour je vais y arriver, faire son processus, ça veut dire apprendre à s'aimer davantage. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'aimer davantage? Se faire plus de compliments, reconnaître nos qualités, parce que si on se crée une meilleure image de soi, on va avoir une meilleure estime de soi. Donc, au lieu de toujours se taper sur la tête puis se trouver 56 défauts, on est bien plus sage de commencer à se trouver des qualités. Parce que je suis sûre que si vous prenez le temps de le faire, vous allez vous en trouver des qualités. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez à ceux qui vous entourent. Dites-là, je veux faire un exercice, je suis posée de me trouver des qualités, puis je m'en trouve pas. Es-tu capable de m'en donner quelques-unes? Tu vois, c'est vrai, parce que vous allez peut-être être surpris de voir ce que les autres peuvent vous dire. Puis, prendre le temps aussi pour te demander à tous les jours, vous demandez à tous les jours ce que vous voulez vraiment. On prend pas assez de temps pour faire ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Puis aussi de vérifier si ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ça vous amène vers ce que vous voulez. Et ça, c'est une autre chose que je répète souvent, ça pourrait être un gros écriteau que vous mettez dans la maison.
ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens, est-ce que ça m'amène vers ce que je veux ou vers ce que je ne veux pas? Si vous saviez combien de fois vous avez des pensées de peur de ci, de ça, vous avez peur que votre conjoint vous aime peut-être plus beaucoup, ben vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Voyez, est-ce que ça vous amène vers ce que vous voulez? Fait que ça, déjà, ça va vous aider à développer votre autonomie parce que c'est ça, la personne qui est dépendante a de la difficulté à être en contact avec ses vrais besoins. Puis trouver des moyens pour vous faire davantage plaisir à tous les jours. Ça peut être juste une petite chose, un petit plaisir de rien, mais déjà vous commencez à vous apprécier assez pour vous faire plaisir. Comme ça, mais vous attendrez pas toujours après les autres pour le faire pour vous. Puis, osez dire aux autres ce que vous voulez, hein? En étant attentif, par contre, à pas vous attendre à ce que ce soit l'autre qui satisfasse tous vos désirs, qui vous apporte ce que vous voulez, hein? Mais osez l'exprimer. Dans le moment, voilà ce que je veux, je sais pas quand je vais y arriver, mais ce sont mes buts ou ce sont des désirs qui me viennent. Osez l'exprimer. Et puis aussi, de prendre l'habitude de faire des activités seules. Parce que comme j'entendais quelqu'un il y a pas longtemps me dire j'étais tellement déçue, j'ai pas pu voir tel film quand ça a passé, je voulais y aller, mais mon mari voulait pas aller voir le film. J'ai dit, mais pourquoi t'es pas allée toute seule? Elle dit, moi aller au cinéma toute seule, voyons donc, je peux pas faire ça. Ça, c'est impensable qu'elle aurait pu sortir toute seule. Mais c'est vrai, hein, des personnes, il y a des gens comme ça qui pensent, si l'autre veut pas, ben ça y est, ils se privent de leur plaisir. Donc, vous pouvez faire des choses tout seul. Comme ça, si vous êtes capable de permettre que l'autre aussi dans votre vie puisse faire des choses tout seul. Puis, accepter l'idée qu'il y a personne sur cette terre qui est là pour assurer notre bonheur. Hein? Alors, comme il n'y a pas personne qui a ça comme mandat dans sa vie d'assurer votre bonheur, ben, il faut prendre une décision à un moment donné que c'est à nous à se donner toute l'attention et le support qu'on voudrait recevoir des autres. Alors, regardez qu'est-ce que vous voulez recevoir des autres, puis dites-vous, OK, comment moi je pourrais me donner ça? Hein? Tout à l'heure, je parlais de couper le cordon ombilical là, avec les parents. Ben, c'est ça c'est un moyen fantastique de couper le cordon. Tu sais, nos parents n'ont jamais été responsables de notre bonheur, puis nous, on n'est pas responsables des leurs. Puis c'est la même chose avec nos enfants, les conjoints. On est juste là pour essayer de tous améliorer notre qualité de vie ensemble, mais on ne peut pas rendre quelqu'un d'autre heureux, et qu'il y a personne d'autre sur cette planète Terre qui est là pour nous rendre heureux aussi. Et si vous êtes du genre codépendant et que vous croyez que vous êtes là pour rendre les autres heureux, puis que c'est les aider à sauver tout le monde, vous êtes probablement du genre à penser que si vous osez passer en premier, ben vous allez être une personne sans cœur ou égoïste. Hein? Alors, je rappelle la définition du mot égoïste. C'est le fait d'enlever quelque chose à quelqu'un d'autre pour son propre agrément ou plaisir. Donc, voyez, si vous ne donnez pas quelque chose à quelqu'un, vous n'êtes pas égoïste. C'est quand on enlève quelque chose à quelqu'un pour son propre plaisir qu'on est égoïste. Alors, toutes ces personnes qui sont des sauveurs et qui veulent arranger la vie de tout le monde, ils pensent qu'il faut qu'ils donnent. S'ils donnent pas, ils sont égoïstes. Alors, c'est pas vrai. On peut aimer quelqu'un beaucoup, beaucoup, mais on n'est pas obligé de toujours répondre aux désirs de tous les autres, parce que autrement, on ne vit plus pour soi. Hein? Alors, en conclusion, c'est vraiment de se donner le droit d'être soi-même sans attendre la permission des autres. Hein? Ça, c'est ça, vraiment, l'autonomie. Je peux être moi-même. Donc, si vous vous donnez le droit d'être vous-même sans avoir la permission des autres, vous allez donner le droit aux autres dans votre vie d'être eux-mêmes. Fait que tout le monde peut vivre ensemble, mais tout en étant autonome. Et c'est à ça qu'on veut arriver, hein, tout le monde. Et tout le monde va être heureux de ça parce que je vous assure, ça se fait. Hein? Je l'ai vu, moi, je le vis dans mon couple, je le vois chez beaucoup de personnes qu'au fil des années, on peut arriver à être de plus en plus autonome. Hein? Et plus vous allez être autonome, plus vous allez être un bon modèle aussi pour les gens autour de vous. Et puis aussi, ce qui est consolant, par contre, c'est de réaliser que si ce soir vous découvrez
que vous avez un certain degré de dépendance affective, ben sachez que tous ceux qui vous entourent en ont aussi. Hein? On est tous ici pour s'entraider au lieu de se critiquer puis vouloir se changer. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'autonomie affective. Merci. La première question. Désirez recevoir un peu plus de passion de la part du conjoint, plus de démonstration et plus de communication, est-ce aussi de la dépendance? Ben, en général, on dit que quand on manque de quelque chose, quand on désire recevoir quelque chose, le secret, c'est d'en donner. Alors, si tu désires beaucoup d'attention, de la passion, quoi que ce soit, ben commence à en donner beaucoup et puis normalement, on récolte ce qu'on sème, hein? Alors, la suivante. Suite à une séparation, j'ai une grande douleur au plexus solaire. Pouvez-vous m'aider, en quelques mots, d'une dépendante? Ben, une douleur au plexus solaire, en général, c'est ça qu'on appelle de l'angoisse. Hein? Et il faudrait regarder, quand on vit de l'angoisse, bien souvent, c'est parce qu'on a peur de perdre quelqu'un. Tu sais, c'est comme si on était trop attaché. Quand j'ai parlé de fusionnel un peu plus tôt, c'est ce que je voulais dire. Par la personne fusionnelle qui vit de l'angoisse, juste à l'idée de perdre quelqu'un, c'est comme ça perdait une partie d'elle. Et puis, je viens juste d'allumer, là, pour l'autre question. Elle demandait si vouloir plus de passion, de présence et tout, si c'est de la dépendance, ben, pour compléter la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est de la dépendance juste si ça te crée un vide, un manque à l'intérieur de toi. C'est comme ça, si tu es une personne malheureuse parce que t'as pas ce que tu reçois, ben ça serait de la dépendance. Mais d'en vouloir, puis d'aimer en recevoir, c'est pas nécessairement de la dépendance, hein. C'est ça dépend du degré de souffrance. Alors, je suis une femme. J'ai vécu 3 ans avec mon conjoint. À chaque année, il m'a quitté quelques semaines pour sa liberté. Aujourd'hui, il est parti pour de bon par peur de l'engagement. J'ai déjà été mariée à un homme avec la même peur. Est-ce que le conjoint est dépendant et moi aussi? Ouais, ben quand on a peur de l'engagement, c'est très souvent un signe de dépendance parce que on a peur que si je m'engage complètement, je serai plus libre de faire ce que je veux. Je serai plus une personne autonome parce que là, je vais être trop obligée de peut-être être aux petits soins avec l'autre personne. Je vais être peut-être obligée de me plier aux caprices de l'autre. Vous voyez, ça, c'est juste les personnes dépendantes qui se croient obligées de plier aux caprices des autres. Mais quand on vit une relation de couple ou même si on s'aime beaucoup, on sent qu'on a cette liberté d'être ce qu'on veut être ensemble, on peut être autonome ensemble, on n'a plus peur de s'engager. Et il est impossible pour une personne d'attirer quelqu'un qui a peur de s'engager sans que cette personne-là n'ait cette peur-là aussi. Parce que tout marche par la loi d'attraction. Je sais que c'est pas quelque chose facile à accepter parce que c'est tellement facile de le voir chez l'autre. Tu sais, souvent on se dit, il me semble que ça se peut pas. Que moi, j'ai eu des personnes à un moment donné à qui je voulais parler pour régler des choses, faire une réconciliation, puis la personne, elle voulait pas le faire. Je me disais, pourtant, il me semble, moi, je veux. Comment cette personne-là peut pas être un reflet de moi? Mais pour découvrir après quelque temps qu'il y avait encore une peur de ma part. Fait que si tu attires quelqu'un qui a peur de s'engager, regarde au plus profond si toi tu penses que le fait d'être vraiment engagé avec quelqu'un, ça va faire que tu seras pas une personne aussi libre et tu pourras pas vivre la vie que tu veux. Alors, je suis une femme. J'ai tendance à ajouter du sel à mon lunch au travail. J'ai le goût de salé. Sans ajouter mon grain de sel, je vois plutôt un manque de compliments. Est-ce que je peux relier sel égale compliment ou bien est-ce que le sel signifie autre chose par rapport à la dépendance affective?
Bon, j'ai pas vraiment fait le lien entre sel égale telle chose, café égale telle chose. C'est sûr qu'il y a certaines substances puis certaines choses physiques qu'on peut facilement faire le lien, comme la personne qui est dépendante à la télévision, très souvent c'est la personne qui est dépendante d'une présence, la personne qui se paye un bon dessert ou beaucoup de sucré, bien souvent c'est parce qu'elle manque de compliments, d'attention envers elle-même, mais j'ai pas nécessairement fait le lien avec toutes les dépendances. Ça serait à chacun de vous de décider, de regarder si tout à coup je sens là, que j'ai un besoin que c'est plus fort que d'habitude. On dirait que cette semaine, là, j'en mets plus de sel que d'habitude. Bon, essaye de regarder qu'est-ce qui se passe de différent cette semaine-là. Toi, tu vas pouvoir faire ton lien de quel est ton manque si tu es vraiment dépendant du sel. Est-ce que c'est être fusionnel que de toujours rencontrer des hommes qui semblent avoir besoin d'être maternés et d'avoir le goût de répondre à ce besoin et même de vouloir les materner? Oui, sûrement. Pour savoir si tu es fusionnel, ben, tu as juste à regarder si c'est comme si tu le sens d'avance comment l'autre se sent. Tu sais, une personne, madame peut être au 2e étage dans la maison, puis monsieur rentre de travailler, puis juste la façon qu'il ferme la porte, tout de suite, elle sait, ça y est, aujourd'hui, là, il n'y a pas de bonne humeur. Ou ben là, il est arrivé quelque chose aujourd'hui. Tu sais, c'est comme si l'autre personne, on la sent à distance et puis on vit ce que l'autre personne vit. C'est ça, être fusionnel. Puis, c'est la raison pour laquelle on veut tellement arranger la vie de l'autre, parce qu'on souffre. Tu sais, c'est ça, je dis, c'est l'enfer d'un devient l'enfer de l'autre, quasiment. On sent la souffrance de l'autre, fait qu'on se dit, si je peux y arranger sa souffrance, je vais arrêter de souffrir. Fait que c'est pas, quand on est fusionnel, c'est pas nécessairement parce qu'on est des meilleures personnes puis qu'on est des personnes si généreuses que ça. On est des personnes qui voulons arrêter de souffrir. Puis dans le fond, c'est pas tellement sage, c'est pas une bonne habitude à prendre parce que c'est impossible de toujours de s'assurer que tout le monde autour de nous est toujours heureux. Fait que les personnes qui sont trop fusionnelles se créent beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils dépensent beaucoup d'énergie à arranger la vie de tout le monde. Pendant ce temps-là, ben qui arrange votre vie, tu sais? Puis fait que c'est pour ça que c'est pas recommandé d'être fusionnel. C'est pas parce que pendant ce temps-là, il y a plein de choses que tu voudrais pour toi qui n'arrivent pas. Puis ça fait trop souffrir de sentir toujours la souffrance de l'autre. Puis souvent, les personnes qui sont très fusionnelles ont peur que s'ils arrêtent de fusionner, c'est comme si les deux plexus, là, tu sais, c'est comme deux éponges. Quand la personne fusionnelle a souvent peur qu'elle va devenir une égoïste, une sans-cœur, froide, insensible, si elle s'occupe pas des affaires de tout le monde. Non, on peut être très sensible à ce que quelqu'un vit. C'est vraiment nous faire de la peine et puis on est sensible à ce qu'il vit, mais ça vient pas nous chercher en dedans de nous autres. Tu sais, c'est pas dans nos tripes, comme on pourrait dire. Puis quand on n'est pas fusionnel, mais qu'on est sensible aux choses des autres, on peut offrir à l'autre personne de l'aider si elle a besoin d'aide. Et puis si elle dit non, ben on la laisse avec ses choses. On sait que ça lui appartient. Tu sais, on peut avoir aussi des bonnes idées, des bons conseils pour la personne. Mais seulement si la personne le veut. On ne se sent pas comme obligé de le faire pour l'autre. On le fait pour répondre aux besoins de l'autre. Alors, mon conjoint n'accepte pas ma famille. Il refuse de les visiter, de les recevoir dans notre maison. Que dois-je comprendre de cette attitude? Quelle est ma responsabilité face à ce refus, cette fermeture? Merci de m'éclairer. Bon, alors ça fait partie des multiples petits problèmes qui peuvent arriver dans un couple. Lorsque je peux voir le conjoint, il refuse de voir ta famille. Alors, si tu veux regarder toi à ce qui t'appartient là-dedans, tu te demandes de quoi je l'accuse. Hein? Ça s'appelle la technique du miroir. Il y en a plusieurs qui la connaissent. Ça, c'est si vous voulez grandir grâce à l'attitude d'un conjoint, c'est
le meilleur moyen pour le faire. Je l'accuse de quoi? Si tu l'accuses d'être sans cœur, égocentrique, par exemple, ben vérifie avec lui dans quel domaine que lui t'accuse de ça. Et là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous avez à apprendre ensemble. Que dois-je comprendre lorsqu'un amour n'est pas partagé? Quel est le message pour la personne amoureuse? Quel est le message pour la personne qui n'aime pas? Pourquoi s'être rencontrés? Ouais, très souvent, ça fait partie de ce qu'on appelle la passion. Tu sais, un amour, vraiment un amour. Des fois, ça peut même devenir obsessionnel pour une autre personne qui partage pas notre amour. Et ça arrive en général chez les personnes qui recherchent la passion, parce que il faut pas forcer ces choses-là. Souvent on va regarder une autre personne, puis on commence à quasiment fabuler, là, tu sais, on commence à dire « Oh mon Dieu, ça serait la personne idéale pour moi. » On met la personne sur un piédestal où on voit pas la personne telle qu'elle est. On est trop dans un monde irréaliste. Alors, ça arrive chez les personnes souvent très idéalistes qui se créent un idéal de quelque chose sans que ce soit la réalité. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de mettre les choses au clair, aller voir la personne et dire, ben, je sens une attirance pour toi. Toi, qu'est-ce que tu vis? Puis si c'est peut-être déjà fait, je sais pas, mais c'est mieux de mettre les choses au clair, puis après ça, tourner la page, puis ne pas insister si l'autre dit ben non, moi je vis pas ça avec toi. Ça veut dire que toi, tu avais trop fabriqué des choses dans ta tête. Comment agir quand on découvre que notre conjoint est un joueur compulsif? Bon, alors on découvre que notre conjoint, c'est un dépendant. Hein? Comme un autre peut découvrir que son conjoint est en train de se droguer ou il prend de la drogue. Quelle que soit la dépendance, c'est toujours de regarder, mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Et puis, comme on vit ici avec la loi d'attraction, il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu es attiré par une personne qui a une dépendance comme ça? Donc, il faut que tu te demandes, moi, quelle est la mienne, ma dépendance? De quoi je ne peux pas me passer? Puis de sentir que l'autre, il peut pas se passer de jouer autant que toi, tu peux pas te passer de telle autre chose. Et tous les deux, vous avez chacun votre dépendance, chacun votre côté, et qui vous attire votre attention sur votre dépendance affective. Puis en parler ensemble, parce que quelle est la raison première de vouloir vivre en couple? Ben, c'est de vouloir améliorer notre vie. Si quelqu'un vit en couple, sa vie est pire que quand tu es toute seule, c'est pas intelligent de vivre en couple. Hein? Fait que si on est en couple, on s'aperçoit de quoi que ce soit, c'est dire comment on peut s'entraider ensemble, les deux. Fait que là, quand on découvre qu'on a chacun une dépendance, ben on regarde comment on peut s'aider dans nos dépendances. Est-ce qu'on peut se donner le droit ou est-ce qu'on va regarder ensemble quelles sont les conséquences, jusqu'où on est capable d'en prendre. Et puis voilà, c'est de mettre les choses au clair au fur et à mesure. Je sais que c'est difficile parce que quand on est dépendant, on veut pas le voir. On a trop peur que ça fasse une séparation ou que l'autre comprenne pas. Puis dans le fond, c'est pas mieux parce que tout le temps qu'on est chacun de notre côté à vivre des choses difficiles, ben on se crée une vie plus difficile. Fait que tant qu'à y être, c'est aussi bien de prendre la décision, ben je vais faire tout de mon pouvoir pour améliorer ma qualité de vie dans mon couple, faire tout ce que je peux. Puis si on ne réussit pas ensemble à s'aider, ben peut-être c'est mieux qu'on ne soit plus ensemble, mais au moins vous aurez fait vous aurez fait votre possible. Hein? Est-ce une dépendance de souvent vouloir se retrouver avec les petits-enfants, avec ses petits-enfants? Ça doit être une grand-maman qui parle. Ouais. Mais c'est encore, pour cette question-là, est-ce une dépendance? C'est toujours de dire, si je m'en passe pendant une semaine, est-ce que j'ai un manque, là, tu sais, ça me fait mal? Parce que il y a une différence entre dire, ben, ça aurait été agréable, telle chose, que dire, oh mon Dieu, là, j'en peux plus, il faut que je les voie, je suis malheureuse parce que mes petits-enfants sont pas là. Tu sais, il y a une différence entre ça, puis de dire, ben, ma préférence, c'est de les voir régulièrement, mais si une semaine, je les vois pas, ben, c'est pas fin du monde, je continue à vivre quand même. C'est comme ça qu'on peut vérifier si c'est une dépendance. La notion d'acceptation de soi.
de se donner le droit d'être ce que l'on est, pour le moment, n'ouvre-t-elle pas la porte à la nonchalance, la paresse et la lenteur à changer? Ouais, je l'entends souvent, celle-là. Ça, c'est notre ego qui parle. Parce que l'ego ne peut pas comprendre les notions de l'amour véritable. Fait que automatiquement, si on dit, je me donne le droit d'être ce que je veux être, tout de suite, il y a une petite voix qui prend dessus, qui dit, oui, mais là, tu vas être n'importe quoi, tu vas te ficher des autres, c'est ça, tu vas penser rien qu'à toi. Ça, c'est l'ego qui prend dessus. Parce que quand on vit vraiment l'expérience, on s'aperçoit que ça ne peut que faire du bien. Puis quand on dit se donner le droit, ça veut dire que quand on se donne le droit, il faut pas qu'il y ait de culpabilité, puis de justification et d'explication. Ça, c'est pas se donner le droit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils font quelque chose, supposons que une maman déciderait un soir qu'elle veut pas faire à souper. Supposons. Tout le monde, toute la famille sont habitués là à ce que leur repas est toujours prêt. Puis là, elle dit, ce soir, j'ai rien que le goût là, d'être paresseuse, de rien faire. Bon. Si elle le fait, si elle décide, ce soir, je ne fais pas manger, faites-vous manger tout seul. Alors, si elle se donne vraiment le droit, puis elle dit, mais j'ai le droit de temps en temps de pas avoir le goût de faire ça. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise maman ou une mauvaise épouse. Si c'est vraiment placé en elle, les autres, ils vont dire, bonne idée, ça tu mérites de te reposer. Ah ouais, inquiète-toi pas, on va s'organiser. Tu vois, ça va être bien accepté par les autres. Ça veut pas, elle est pas en train de dire qu'elle les aime pas. Elle est juste en train de dire que ce soir, elle pense à elle avant de penser aux autres. Puis, c'est pas être égoïste, c'est pas être sans cœur, c'est pas être nonchalant, c'est juste, ce soir, j'ai le goût d'être comme ça. Puis quand je dis accepter, se donner le droit d'être, je parle surtout des êtres que notre tête juge de négatif. Parce que c'est facile se donner le droit d'être patient, d'être bon, d'être généreux, avec tout le monde. Facile ça se donner le droit parce qu'on a appris que ça c'était bien. Ce qu'on a le plus de difficulté à se donner le droit, c'est ce qu'on a appris qui était pas bien. Tu sais, comme être paresseux, pas avoir le goût de faire quelque chose, ou il y a une fête de famille, puis t'as vraiment pas le goût d'y aller. Tu dis non, j'ai pas le goût d'y aller. La tête dit, voyons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Faut que tu y ailles. Vous voyez, c'est plein, toutes ces petites choses-là, parce que j'aime bien, moi, travailler avec des exemples de tous les jours, des choses concrètes, avant d'arriver dans des choses plus importantes, parce que c'est comme ça qu'on se pratique à le faire. Et au début, en général, on pense qu'on se donne le droit parce qu'on ose le faire. Mais à peu près une demi-heure après ou quelques heures après, là, la tête prend le dessus et dit, ouais, je pense que j'ose un peu trop. Puis là, on commence à se sentir coupable. Mais au moins, vous avez passé à l'action. Parce qu'il y a plein de gens qui se donnent pas le droit puis qui passent pas à l'action dans ce qu'ils voudraient. Alors après ça, on passe à l'action, mais on se donne pas vraiment le droit parce qu'on se sent coupable. Puis on finit par être capable d'aller vers ce qu'on veut sans se sentir coupable. Puis le meilleur moyen, c'est toujours de regarder comment les autres le prennent. Les autres sont toujours le meilleur baromètre pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si l'autre dit, là, mon Dieu, tu es donc bien paresseuse aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend? Tu nous aimes plus? Les autres sont en train de dire à haute voix ce que tu penses en dedans. Fait que là, tu t'aperçois que tu te donnes pas vraiment le droit encore, pas encore. Mais un jour, c'est ça, on se dit toujours, au moins j'apprends que je suis pas tout à fait capable encore là-dedans de me donner le droit, mais un jour je vais y arriver. Alors, comment me défaire des sentiments de colère, de haine et de jalousie? Oh boy, un beau colère, haine et jalousie. Ça c'est un beau programme, mais dans le fond, on en a tous ces sentiments-là. Ça nous arrive de temps en temps, ou il y en a qui ça arrive plus souvent. Mais plus tu vas apprendre à t'aimer. Moi, je suis tellement pour cette méthode qui est la plus extraordinaire, c'est apprendre l'amour véritable. Plus tu vas apprendre à t'aimer toi,
plus tu vas être capable de laisser les autres être ce qu'ils veulent être. Parce que quand tu vis de la colère, c'est parce que tu voudrais changer l'autre. Quand tu es quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas capable de sentir la souffrance de quelqu'un. Quand tu vas commencer à être capable, toi, de donner le droit que oui, des fois, je souffre, puis oui, des fois, ça m'arrive de dire des choses qui peuvent faire du mal à quelqu'un, puis ça peut m'arriver même d'être méchant parce que je souffre. Ben, quand on commence à se donner ce droit-là, puis d'être humain, puis de souffrir, ben, on n'est plus capable d'en vouloir aux autres, puis on vit beaucoup moins de colère. Donc, c'est vraiment le moyen par excellence, hein, d'apprendre cet amour véritable envers soi. Comment réussit-on à savoir ce que l'on veut? On sait souvent ce qu'on ne veut pas. Mais c'est autre chose pour savoir où l'on va. Oui, je trouve ça malheureux que les humains, on est encore pas encore assez intelligents pour savoir tout de suite ce qu'on veut. Hein? La plupart de nous, on commence par se faire arriver plein de choses qu'on veut pas. Puis pour finalement dire, bon, ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Bon, ben, je pense que je veux telle chose. Ben, c'est pas grave, là. Tu sais, si faut passer par ces étapes-là, au moins, si ça peut t'aider à trouver ce que tu veux, ben, au moins, tu vas y arriver. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire qu'est-ce que je veux. Le moyen que je peux suggérer qui a bien fonctionné pour moi, c'est en me disant si toutes les circonstances étaient parfaites, si j'avais tout le temps, tout l'argent, tout ce qu'il faut là pour faire arriver ce que je veux, puis que ça ne dérangerait personne d'autre, qu'est-ce qui ferait mon bonheur dans tel domaine? Puis là, vous pouvez faire ça dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la vie intime, avec les enfants, les parents, au travail, l'argent, le sexe, n'importe quoi. Qu'est-ce qui ferait vraiment mon bonheur? Puis parce que souvent on n'a pas à déranger quelqu'un d'autre, d'autres fois c'est parce qu'on n'a pas assez la foi qu'on va avoir le temps ou l'argent nécessaire. Fait qu'une fois que tu découvres qu'est-ce qui ferait vraiment ton bonheur, ce que tu veux, ben ça veut pas dire que tu peux l'avoir tout de suite demain, parce qu'il y a des choses qui peuvent prendre 20 ans avant que tu l'aies. Mais au moins si tu vas vers ce que tu veux, c'est ça qui est important. C'est pour ça la phrase que je disais tout à l'heure là, de mettre un grand écriteau dans votre maison, tu sais, est-ce que ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens m'amène vers ce que je veux, oui ou non. Ça peut changer votre vie juste si vous pensez à faire ça souvent dans une journée, puis à la fin de la journée, faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans la journée, puis dire, bon, ben aujourd'hui, ma façon d'agir avec mon conjoint, ma conjointe ou au travail, est-ce que ça m'amène vers ce que je veux? Si ça dit non, ben au moins t'en es conscient avant que ce soit trop tard. Tu dis, bon, OK, alors demain, qu'est-ce que je peux faire de différent pour m'amener vers ce que je veux? Faut pas non plus se taper sur la tête, parce que ça donne rien. Même, ça rempire les choses, parce que plus on se tape sur la tête, plus ça recommence. Fait qu'on fait juste dire, bon, moi, je m'en suis aperçu. Là, je ne vais pas vers ce que je veux. Quelles sont les actions ou les pensées ou les paroles que je pourrais utiliser demain pour aller vers ce que je veux? Pourquoi deux personnes qui vivent une même situation ensemble peuvent vivre leur vie avec une vision complètement différente, l'une sereinement et l'autre négativement? Ouais. Alors, ce que je crois entendre, deux personnes qui vivent ensemble, il y a une personne sereine puis l'autre négative. Ben, comme il n'y a pas de hasard, on vit toujours dans la loi d'attraction, moi je serais portée à dire que la personne qui croit qu'elle est très sereine, elle doit être négative des fois. Puis que la personne qui est considérée négative, elle doit être sereine des fois. Parce que c'est juste souvent l'apparence est là, où on voit bien ce qu'on veut voir, on entend ce qu'on veut, mais il n'y a pas de hasard pour qu'on est ensemble. J'en ai tellement vu des couples comme ça qui me disent « Oh, mon mari est tellement négatif, il critique tout le monde, il voit toute la vie en noir, t'es jamais positif. » Et puis, après l'écouter parler, ben j'ai dit « Ben, toi, est-ce que tu penses que tu es positive là, de la façon que tu parles de ton mari? » Dans le fond, c'est que on voit bien ce qu'on veut voir, hein, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, je vous suggère là, si vous voyez que vous êtes deux, comme des fois il y en a qui me disent, moi je dépense, j'ai pas peur de l'avenir, puis mon mari il a peur de l'avenir, puis il est toujours en train de compter ses sous et tout. Ça se peut pas que vous soyez ensemble s'il y a pas quelque chose qui vous attire ensemble. Fait que bien souvent la personne qui croit qu'elle n'est pas du tout comme l'autre, c'est qu'elle se force pour ne pas être comme ça, parce que c'est inacceptable, ça. Mais à quel prix? Fait que la personne qui dépense tout,
Elle a, au fond d'elle, la peur aussi. La peur de manquer d'argent, mais elle veut tellement pas voir la peur, c'est tellement du déni, qu'elle fait semblant qu'elle n'a pas peur, donc elle dépense sans compter. Fait que ça veut dire qu'elle est tout à fait elle veut être le contraire de l'autre, puis quand on agit contraire de quelqu'un d'autre, on n'est pas nous-mêmes, on est juste en réaction à tel comportement. Fait que ça serait important d'avoir peut-être l'opinion des gens qui vous connaissent bien, puis de dire, est-ce que c'est vraiment le cas qu'il y a une personne qui est vraiment sereine, puis l'autre est vraiment négatif? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un peu des deux, soit à l'intérieur ou à l'extérieur des deux personnes? Expliquez-nous pourquoi il est plus difficile de se séparer de quelqu'un avec qui les liens n'ont pas été construits. Ouais, pourquoi c'est plus difficile de se séparer? C'est parce qu'on sait que on veut toujours bâtir des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on est attiré à avoir des relations pour essayer de bâtir quelque chose de nouveau. Puis bien souvent, on est en train de rebâtir la même chose qui n'a pas été complétée avec les parents. Fait que ça peut être ça qui peut expliquer que on a de la difficulté à se séparer parce qu'on sait qu'au plus profond, on est toujours en train de répéter les mêmes comportements, puis on a la même attitude intérieure et puis qu'on sait qu'on veut arriver à dépasser. Fait qu'en apprenant à être très autonome, tu vas arriver à couper ces liens-là la personne avec qui tu es, elle fait juste représenter ce qui n'a pas été complété avec tes parents, tu sais. Puis, bon, ben, si c'est difficile de se séparer, ben, c'est difficile de se séparer. Tu sais, quoi que ce soit qui arrive, c'est jamais bien ou mal. C'est juste comme ça. Comme est-ce qu'il y en a de couples qui savent ça serait mieux pour eux, ça serait plus sage pour les deux de se séparer. Parce que là, ils sont rendus à un point qu'ils peuvent plus arriver à s'entendre. Ils ont trop attendu longtemps avant de prendre leur vie de couple en main. Il serait mieux de se séparer, là, ça, pour l'harmonie, là, mais ils sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Alors, donnez-vous le droit que pour le moment, vous êtes tellement dépendants un de l'autre que vous n'êtes pas capable de vous séparer pour le moment, mais vous pouvez, essayer de vous aider là-dedans. J'en connais, moi, qui ont pris 2, 3, 5 ans à arriver à se séparer, mais pour arriver à le faire dans l'harmonie, sans que personne s'arrache les cheveux. Les deux ont réussi à se préparer psychologiquement à faire ça parce que la dépendance était trop forte entre les deux. Donc, on va terminer là-dessus parce que je veux garder du temps pour faire une détente dirigée qui va prendre à peu près 10 minutes pour compléter le sujet de ce soir. Alors, vous fermez les yeux, vous prenez quelques bonnes respirations. Des bonnes respirations, c'est des respirations qu'on appelle intercostales, c'est-à-dire que quand on inspire, on sent les côtes qui se dilatent. Hein? C'est plutôt que respirer puis tout remplir votre ventre. Là. Voyez comme si votre corps il se dilate de chaque côté, les côtes se remplissent, se contractent. Alors 3 bonnes respirations comme ça. Maintenant, tu respires normalement. Et au fur et à mesure que je vais mentionner les parties de ton corps, tu fais juste visualiser ces parties, puis tu leur permets de se détendre. Alors, tu portes ton attention sur tes pieds. Tu montes lentement le long des jambes jusqu'aux fesses et aux hanches. Et tu sens tes 2 jambes se détendre. Tu détends les 2 bras en commençant par les doigts. Tu montes lentement le long des bras jusqu'aux épaules. Et tu leur permets de se détendre. Tu détends le dos en portant ton attention à la base de la colonne vertébrale. Tu montes lentement le long de chaque vertèbre en les entourant d'une belle lumière blanche
Et au fur et à mesure que tu montes le long du dos, tu sens ton dos se détendre, se dégager de tous ses poids. Et tu montes ainsi jusqu'à la nuque. Tu portes ton attention dans le bas du ventre. Tu détends tous les muscles du ventre. La région du plexus solaire. La poitrine, envoyant une belle lumière lumineuse dans la région du cœur. Tu détends tous les muscles du cou. Tu relâches la langue, la bouche, la mâchoire. Tu détends tous les muscles du visage, les petits muscles autour des yeux, les muscles du front, ainsi que tout le cuir chevelu. Maintenant, le corps de plus en plus détendu. Tu prends une autre bonne inspiration. Tu retiens. Tu expires lentement. Et maintenant, prends quelques instants pour penser à quelque chose que tu veux beaucoup. Quelque chose qui ferait vraiment ton bonheur. Et tu décides pour faire les actions que tu veux. Vers ce que tu veux, même si tu n'as pas l'approbation de quelqu'un d'autre, ou même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que tu veux. Tu décides de te faire plaisir. Ensuite, tu vas retrouver une personne que tu croyais ne pas être d'accord ou qui n'approuvait pas ce que tu voulais un peu plus tôt. Et tu vas vers cette personne pour voir comment cette personne-là se sent à l'idée que tu as décidé, toi, d'aller vers ce que tu veux toi-même. Et tu vérifies avec cette personne s'il y a quelque chose qu'elle veut pour elle-même, cette personne,
et qu'elle n'osait pas en parler ou aller vers ce qu'elle voulait par peur de te déplaire à toi. OK. Si vous n'avez pas terminé ensemble tous les deux, vous pouvez prendre des arrangements pour vous revoir encore, pour continuer cette conversation. Et tu prends contact avec comment tu te sens à l'idée d'aller vers ce que tu veux, puis de vérifier avec les autres personnes qu'est-ce que les autres aussi veulent. Tu laisses l'image s'effacer. Et tu te prépares à revenir tout doucement dans la pièce, en bougeant tes mains, tes pieds. Tu t'étires et tu reviens tout doucement dans la pièce.